Donc tu penses qu'en appuyant là, tu rentres du cash et tu résous le problème. Tu as encore ici ta baignoire qui est percée, tu essaies de remplir un bateau alors que tu as un trou dans la coque là. Le seul risque, ça serait que moi, en interne, j'ai pas encore changé d'état d'esprit. Mais plus jamais de ma vie, je reviendrai en arrière. Et à partir de là, le champ des possibles et ta créativité et ton ambition, ils vont être mis sous stéroïdes. À partir de lundi, tu as fait un master en finance. Voici Samuel, à la tête des ateliers Frashboo, une institution de la menuiserie et de la charpente fondée en 1965. En seulement 3 ans, il a propulsé l'entreprise de 8 à 24 collaborateurs, faisant exploser le chiffre d'affaires à 3,5 millions de francs suisses. Sous le prestige de ce savoir-faire historique se cache une réalité qui empêche Samuel de dormir. Celle d'un patron qui génère des millions, mais qui se retrouve avec un compte bancaire à négatif. Mais le système est cassé. Plus de 650 000 francs de factures dorment dehors. Malgré 60 ans d'histoire, l'acquisition repose sur des éléments aléatoires et la chance. Dans ce consulting live, on va opérer à cœur ouvert. Tuer l'artisan et faire naître le financier. Samuel a racheté une légende. Aujourd'hui, on va s'assurer qu'il ne soit pas celui qui l'éteigne. Bienvenue dans les coulisses du scale. Salut Samuel. Bonjour Alec. Tu vas bien? Bien et toi? Magnifique. Hyper content de t'avoir ici dans le cadre de ce consulting. Le but, c'est qu'on puisse faire le point sur ton activité. Ça fait déjà un petit moment qu'on travaille ensemble dans le cadre d'entrepreneurs.com. Il y a pas mal de choses qui ont pu changer. Il y a de beaux résultats. On a clairement identifié les différentes problématiques. On a déjà échangé aussi avec Anis sur comment on va pouvoir t'aider aujourd'hui puis établir un plan. C'est l'objectif d'ici la fin de la session. On va aussi mettre en lumière 3 grands axes de travail qu'on verra tout à l'heure, que je mettrai en évidence juste ici. Mais avant ça, est-ce que tu viens te présenter, nous donner un petit peu de contexte sur ton activité, qui tu es, ce que tu fais? Samuel Wagna, du coup je suis agenceur, menuisier charpentier à Genève. J'ai une équipe de 24 collaborateurs actuellement, donc on a un chiffre d'affaires de 3,5 millions cette fin d'année. C'est une entreprise que j'ai reprise en 2021. Entreprise Frashboo, qui du coup date de 1965. En 2021, il y avait 8 collaborateurs, c'était 1,8 million de chiffre d'affaires. Puis après, donc moi j'ai rejoint Entrepreneur en mars. Et là, on était l'année passée 2024 sur un chiffre d'affaires de 2,5 millions. Et l'année était partie pour faire le même chiffre d'affaires que l'année passée. Et puis depuis l'accompagnement avec Entrepreneur, eh bien, ça m'a débloqué pas mal de problématiques, de plafonds de verre internes, de choses des choses personnelles qui me bloquaient, et d'organisation du coup derrière qui s'est mis en place, et du coup du développement, des nouvelles personnes, et voilà. Plein de belles choses qui se sont passées depuis, et il y a encore pas mal de jobs. Donc finalement, c'est déjà 1 million de croissance en plus par rapport à ce qui était prévu sur cette année. La marge, est-ce qu'elle a été augmentée ou elle a été diminuée avec cette croissance par rapport à ce qui était prévu ou pas? Elle a été régularisée, c'est-à-dire Okay. c'est la même marge au pourcentage que 2024. Ce qui est très bien parce que du coup, avec une croissance comme ça, réussir à maintenir une marge nominale similaire à l'année précédente, qui était une année aussi de croissance mais de consolidation basée sur l'existant, c'est plutôt bien. Donc, tu as un résultat net positif. Maintenant, vous êtes 24, moyenne annuelle à 20 personnes. La moyenne annuelle, c'est parce que justement au début d'année, on était 16. Ouais. Donc avec l'augmentation du nombre de personnes, eh bien, on est 24 actuels, ça fait moyenne annuelle 20. T'as augmenté parce que tu as besoin d'une capacité de production supérieure, ou c'est parce qu'il y a d'autres postes qui ont été créés qui n'étaient pas de la prod? J'ai redémarré le service charpente dans l'entreprise, qui Ok. avant était un peu dormant. C'était moi qui m'occupais de la partie technique. Et puis en fonction de la charge de travail augmentant, j'ai dû déléguer ça. Et vu qu'il y avait de plus en plus de demandes, j'ai dit pourquoi pas lancer le renouveau de ce secteur qui était un peu dormant dans l'entreprise. Les différentes problématiques, on en a mis 5 en lumière. Je te laisse peut-être nous les exprimer avec tes mots. Alors, l'amélioration et la stabilisation des flux de trésorerie. Effectivement, la trésorerie, c'est la base d'une entreprise. Si on n'a pas de trésorerie, on ne peut pas avancer. Effectivement, au début de l'accompagnement, j'avais une trésorerie qui s'est stabilisée grâce aux éléments qu'on a mis en place. Aujourd'hui, c'est de revenir, j'ai de nouveau des problèmes de trésorerie, c'est de revenir sur des solutions qui aujourd'hui ne sont plus à la hauteur de la taille de l'entreprise. Et c'est-à-dire que j'ai mis des choses en place qui aujourd'hui il faudra processer pour que les autres personnes de l'entreprise fassent la même chose que moi, et revenir à une stabilité du flux de trésorerie. Après, ensuite, du coup, on a le management, donc la montée en compétences des équipes. J'ai pas mal renouvelé suite à l'encadrement avec Entrepreneur. J'ai vraiment défini ma vision avec mes collaborateurs, ce qui a fait que on a vu qu'on n'était pas forcément dans la même vision.
Donc je me suis séparé de plusieurs collaborateurs et j'ai rajouté un collaborateur au technique. Il y en a un avec qui j'ai arrêté ma collaboration. Donc du coup, j'ai 2 nouveaux collaborateur au niveau technique menuiserie. Et là, je viens de me séparer de mon calculateur qui fait aussi une partie commerciale avec moi, parce que de nouveau, on n'était plus dans la même vision. Donc là, il y a une nouvelle personne qui commence en janvier, donc il y a un gros challenge de management et de montée en compétences des équipes pour l'année 2026. Maintenant, ça joue aussi sur la partie chiffre d'affaires désiré pour l'année prochaine, la vision du chiffre d'affaires pour l'année prochaine. L'idée est de stabiliser l'année prochaine pour justement faire monter en compétences ces équipes, stabiliser aussi tous les process internes. Avec la montée en compétences de ces équipes, on va affiner tous les process. Ensuite, la qualité du delivery et du client, finition et rendu final. L'objectif est d'améliorer encore la qualité perçue par le client, finition, cohérence du rendu final, constance qualitative sur les projets, même sous contrainte de délai ou de charge. Ça, c'est justement dans la partie process interne, donc dans le process interne de fabrication, pour justement améliorer cette phase de production et diminuer les problématiques. Quelles compétences, par exemple, elle pourrait gagner? Alors si on va aller dans les points vraiment techniques, il y a des points il y a des emplacements dans l'atelier qui sont un peu goulot d'étranglement. Ça va être la machine à commande numérique, la CNC, la partie locale de finition, où là c'est des points qu'il faut qu'on améliore. C'est des points qui sont, disons, il y a un développement à faire dessus pour qu'ils deviennent vraiment rentables. Plus rentables que ce qu'ils sont aujourd'hui. Et la montée en compétences, tu l'imagines sur quel aspect au niveau de l'atelier? La montée en compétences des personnes. Oui, parce que c'est ce que tu évoques. Ouais. Et puis après, développement de l'outil de travail. C'est quelles compétences en fait tu souhaiterais développer chez les gens de l'atelier? Meilleure organisation via des process de travail. Puis la partie aussi contrôle de qualité et contrôle du travail qu'ils font pour éviter les erreurs, comme je le disais tout à l'heure. D'accord. C'est ce qui coûte cher à une entreprise, c'est les erreurs. Donc ça, c'est pas de la compétence, c'est plus une conséquence. Finalement, il y a une personne de l'atelier qui doit être en responsabilité des process, de l'organisation, des plannings pour faire en sorte que ce soit bon et qu'ensuite tout le monde exécute. Pareil sur la qualité, c'est un standard de qualité avec des checklists et des éléments. Il y a quelqu'un qui est responsable de la qualité, soit de l'ensemble de la qualité de l'atelier, soit par poste dans l'atelier avec des checklists. Et là aussi, c'est un process qui est établi. Donc, c'est une personne qu'on fait monter en compétence sur un sujet, une autre qu'on fait monter en compétence sur un sujet. Et si on arrive à faire ça, ça rayonne sur l'ensemble de l'atelier et sur l'ensemble de ce qui est délivré. Tu visualises très bien ce que tu veux dire. Et aujourd'hui, est-ce que tu as déjà ces personnes qui sont… On va y venir, tu as peut-être partagé un organigramme, etc. Mais tu les as déjà… Il y a un chef d'atelier Ok. qui lui s'occupe de toute l'organisation et puis normalement contrôle qualité, mais justement vu qu'il y a… Donc il fait les deux tâches finalement. Il fait les deux tâches. Ok. Et aujourd'hui, c'est sur celui-ci spécifiquement que tu te dis que tu dois élever son niveau de compétence, ou c'est plus, il a les compétences, mais il n'arrive pas encore via des process ou via différentes choses, peut-être qu'il est juste sous l'eau ou peu importe, à faire en sorte que ces process-là soient appliqués par tous correctement. Je propose qu'on continue et on reviendra sur plein d'autres points. Aujourd'hui, effectivement, tu as 3 types de clients. D'une part, des clients privés, environ 15%, architecte et entreprise générale 50% et régie 35%. Si tu devais en garder qu'un seul de ces 3, lequel tu garderais et pourquoi? Le client privé. Ok, pourtant c'est 15%. Oui. Pourquoi tu garderais lui spécifiquement? Parce qu'on est en direct avec le client, on a une meilleure valeur ajoutée, c'est-à-dire dans l'accompagnement. Moi, ce que je vends pas en produit. Je vends l'accompagnement des personnes à réaliser leurs rêves dans l'agencement, dans la menuiserie, voilà, qu'ils aient vraiment leur habitat de leurs rêves. Et quand on est en direct avec le client privé, c'est là où on a le meilleur ressenti, qu'on peut mieux conseiller les clients et amener les meilleurs produits en fonction de leurs besoins, de leur budget et de leurs envies. À partir du moment où il y a quelqu'un qui se met entre deux, c'est interféré. Donc, c'est un problème. En termes de facilité de livraison et de marge, auprès duquel ou desquels c'est le plus intéressant? Les deux sont un peu dans le même panier, c'est client privé et régie. C'est quoi une régie? La définition d'une régie pour toi, c'est quoi? Une régie, c'est un bailleur en France. Donc, c'est une entreprise qui s'occupe de gérer les immeubles pour un propriétaire. Soit on intervient pour des petits travaux de réparation. Donc, on intervient pour un élément type comme un petit réglage de porte ou des choses comme ça. Ou des fois, c'est des réfections d'appartements. Ou des fois, c'est des gros travaux dans l'immeuble. Ça peut être des caissons anti-feu dans les cages d'escalier. Ça peut être la toiture. Ok, très clair. Source d'acquisition, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Effectivement. Alors, bouche à oreille, récurrence des commandes, ça va être les deux principales. Réputation historique également, vu que l'entreprise a 60 ans cette année. Les réseaux sociaux
c'est en phase d'évolution, c'est-à-dire que je viens de mettre en ligne mon site internet. Les réseaux sociaux ne sont pas tout à fait terminés, il faut qu'on mette ça comme il faut, puis qu'on démarre cette activité. Donc là, il y a un potentiel pour aller chercher du client privé. Le site internet, on en a parlé, et via recherche Google, du coup, au niveau du référencement, pour l'instant, vu que le site est tout neuf, on a repris l'ancien site, mais l'ancien site n'était pas terrible, c'est pas lui qui nous a amené du référencement. Samuel vient de le dire. Aujourd'hui, 80% de ses clients arrivent par le bouche à oreille, la réputation historique et la récurrence. Des sources qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne peut pas activer, qu'il ne peut pas scaler. C'est la réalité de beaucoup d'entrepreneurs. Vous avez de l'activité, mais vous ne savez pas exactement pourquoi elle vient, ni comment en générer davantage quand vous en avez besoin. C'est précisément l'un des 5 leviers que l'on va travailler ensemble lors de la méthode Tapie. Bernard Tapie a redressé des dizaines d'entreprises que tout le monde croyait condamnées. Ce qu'on a longtemps appelé son flair, c'était en réalité une méthode, un système structuré, reproductible, qu'il appliquait sans exception. Son fils, Laurent Tapie, l'a étudié, formalisé et appliqué pendant plus de 25 ans. Et c'est cette méthode qu'on va rendre publique pour la première fois. Du 12 au 16 avril à 20h, pendant 5 soirs, on va vous montrer comment mettre en place un système d'acquisition qui génère des demandes prospects chaque semaine, sans dépendre du hasard, du réseau ou de la réputation EVT. Et je ne serai pas seul. À nos côtés, Jean-Michel Aulas, qui a transformé un club de province en puissance du football européen. Jean Todt, ancien directeur de Ferrari F1, l'une des organisations les plus puissantes au monde. Jean-Louis Borloo, ancien ministre et architecte de grands projets économiques à l'échelle nationale. Et Charles Gab, économiste et investisseur reconnu pour ses analyses financières à contre-courant. 5 soirs pour activer vos leviers de croissance et viser 50 000 € de profit mensuel supplémentaires. Le lien pour participer gratuitement à cet événement est dans la description. Rejoignez-nous dès maintenant, réservez votre place, on se donne rendez-vous le 12 avril. Ok, donc là, tu en as mis 6. On pense qu'il y en a beaucoup. Mais est-ce que je mens si je me dis que 80% de l'acquisition, là, comme ça, basée sur ce que je connais des boîtes comme les tiennes, c'est bouche à oreille, récurrence de commande, réputation historique. Donc en fait, au final, tu n'as réellement que 3 sources, ouais, 2-3 sources et 0 que tu maîtrises. La réputation tu pas sur un historique, bouton et tu génères des clients, quoi. Et encore, la réputation historique, elle est très proche des recommandations et de la récurrence de commandes. Google, concrètement, tu n'as pas de payante à ce jour. Ton référencement, il est proche de 0 vu que c'est un nouveau site. Tu as déjà des clients via Google ou là aussi c'est de la projection? C'est de la projection. D'accord. Là aujourd'hui, ils sont là justement, le site internet, les réseaux sociaux et le recherche Google. Dans le but, c'est de développer ça. D'accord. Ok. Très bien. Donc pas encore actif. Non. Donc c'est un de tes axes de développement. C'est un des axes de développement, mais par rapport à l'objectif qui est annoncé, est-ce que l'acquisition est un objectif majeur sur lequel on doit se concentrer lors de ce consulting, étant donné que ta volonté l'année prochaine, c'est de stabiliser, de structurer? Oui, alors exactement. C'est lié. Pourquoi? Parce que les chantiers avec les architectes sont plus gros, sont plus conséquents, amènent des retards des fois, souvent. Des chantiers avec des architectes, des clients privés, on est en direct, on a des dates plus fixes, on arrive mieux à jouer entre les chantiers aussi également, dans l'agenda, dans le planning. Les marges sont meilleures aussi. Donc sur tous les points. Et surtout sur ton flux de trésorerie qui est aujourd'hui une de tes tensions majeures au niveau financier. Plus petit chantier, donc plus vite réalisé, donc plus vite payé. Donc. Ouais, et puis tu as une maîtrise directe de l'encaissement, là où l'intermédiaire, c'est quoi? Il te règle à 60, 90 ou en plusieurs fois? Comment ça marche? Alors j'étape les paiements avec un acompte de 30% à la commande, qui des fois n'arrive pas tout de suite. Donc là, il y a un point d'amélioration aussi à faire de ce côté-là. Ensuite, on demande… Pourtant, la facture est envoyée ou pas? Avec un délai de paiement? Oui, qui est noté sur la facture. Et donc, ils payent en dehors du délai de paiement? Oui, souvent, la problématique, c'est qu'il y a des architectes entre deux. Et que les architectes, la facture, ils prennent déjà plus ou moins 30 jours pour nous dire qu'ils attendent le rappel. Souvent, c'est ça la problématique, c'est que quand ils reçoivent le rappel, ils nous disent qu'en fait, il y a une modification à faire sur la facture parce qu'il n'y a pas la bonne adresse ou il n'y a pas le bon nom c'est pas nommé comme ils aimeraient. Donc souvent, on se retrouve déjà à 30 jours, on fait la modification, on leur renvoie. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on la remette à la date du jour parce qu'en fait, ils ne l'ont pas encore envoyé au client. Là, il y a quelque chose à faire, je pense, au niveau des architectes, mais il y a surtout à faire du côté de l'entreprise. C'est-à-dire que je pense que je ne devrais pas commencer à commander du matériel tant que la compte n'est pas sur les comptes. Ah, ça c'est sûr. On va en parler lorsqu'on va choisir les 3 axes de travail. Hyper clair? Est-ce qu'on a… Je me pose juste une question, là je check. La loi suisse ne fixe aucune règle générale imposant un délai de paiement minimum ni une période d'essai de paiement, comme en Europe, avec la directive 211 machin blabla. Aujourd'hui, c'est quoi, 30 jours ton délai?
C'est ce que je mets d'office. Oui. Moi, je me suis dit, tu vois, je l'ai challengé et je lui ai demandé de checker tous les textes de loi en B2B vu que c'est des archis et tout. Est-ce que je pourrais mettre à 7 jours? Il me dit oui, complètement. Rien n'interdit de mettre un délai de paiement de 7 jours sur votre facture. Ce délai sera simplement contractuel. Cela signifie que votre client a accepté en traitant la facture de payer dans ce délai. Tu peux aussi le mettre du coup à 10, à 14. Mais du coup, moi, l'idée, c'est quoi par cet élément? Déjà, dès lors que le délai est passé, il y a une majoration 5% qui s'applique, ça c'est aussi la loi, c'est ton droit. Et 2, du coup si c'est 7 jours ou 10 jours et qu'en plus tu l'automatises dans un CRM et que tu délègues ça à une assistante ou peu importe, au bout de 5 jours ou 7 jours ou 10 jours max, tu as le rappel qui part. Puis en Suisse, tu sais comment c'est les rappels, tu n'as surtout pas envie d'être aux poursuites. Donc c'est pour ça qu'il se réveille quand il y a le rappel, en réalité. Sinon il traînerait encore bien longtemps. Donc déjà premier point, peut-être essaye pour certains, facture délai 10 jours. Pourquoi c'est si tôt? Parce que moi monsieur, pour tenir les délais liés à ces travaux, je ne peux pas commander la marchandise avant de recevoir la compte. Donc au plus tôt j'ai la compte, au plus tôt on démarre, au plus tôt on a terminé, au plus tôt le client est content. Tout le monde y gagne. Aujourd'hui, basé sur ça et les problématiques on les connaît, ton plus gros enjeu, si ce n'est pas l'acquisition, parce que il y a plein de choses qu'on va déployer, on l'a déjà vu. Le recrutement, ça m'a l'air de suivre plus ou moins, notamment avec cette nouvelle stratégie externalisée et tout ce qui se met en place. C'est quoi ton plus gros enjeu? Est-ce que c'est au niveau de la structuration, la qualité du delivery, la trésorerie? Aujourd'hui, qu'est-ce qui te bloque et qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'aller chercher ce type de chiffres sur les 3 prochaines années? Aujourd'hui, là, tout de suite, c'est la trésorerie. Ok. Et en deuxième phase, ça serait l'organisation, les process d'entreprise. L'optimisation des flux. Exact. Ok. C'est justement le but de mettre une stabilité l'année prochaine, c'est-à-dire pas freiner le développement pour justement travailler sur la qualité des personnes dans l'entreprise et la trésorerie. Ok, je suis aligné. Moi, si je peux me permettre, je pense qu'en troisième point, tu as quand même un problème d'acquisition. Pourquoi? Parce que, en fait, tu as plein de sources que tu vas activer, c'est bien, mais tu veux redévelopper la partie charpente que tu as relancée il n'y a pas si longtemps que ça. Tu vois qu'il y a un potentiel, tu veux remplir un atelier lié à charpente, tu veux l'externaliser, tu veux que ça représente du coup quand même 25% de ton chiffre d'affaires. Mais donc pour aller chercher une aussi grosse croissance, il faut réussir à cibler l'acquisition charpente. Et aujourd'hui, 100% de tes sources d'acquisition, elles sont soit basées sur de la chance, recommandations, besoins du marché, etc., soit émergentes. Tu vois, au balbutiement, on est encore dans l'œuf. SEO, il n'y en a pas. SIA, il n'y en a pas. Réseaux sociaux, il n'y en a pas. Site web, il n'y en avait pas. Il y en a un. Donc, ça reste encore non mesurable et surtout non maîtrisé. Donc, à mon sens, il y a un sujet à acquisition. Parce que ça veut dire que 60% ou plus de ta stratégie d'acquisition doit être dans ta capacité à cibler et à chercher spécifiquement, par exemple, de la charpente avec tel ou tel type de dossier, tel ou tel pourcentage de rentabilité, telle ou telle facilité à aller le chercher. Exact. On n'en a pas parlé effectivement, mais ma vision, c'est justement d'améliorer la partie calculation pour améliorer notre présence sur le marché et notre rendu d'offres, la quantité de rendu d'offres, donc la qualité aussi de rendu d'offres, pour pouvoir après sélectionner les chantiers qui sont les plus intéressants. D'accord. Et c'est justement pour cette idée-là que j'ai changé de collaborateur et que je mets en route ce nouveau collaborateur début janvier. Qu'est-ce que tu nous as pas encore dit qui te met autant confiance sur le développement de la partie charpente, qui fait que ça te semble facile à développer, donc facile à aller chercher des chantiers là-dessus? Alors, facile, c'est jamais facile. Simple alors. Ouais. Non, c'est-à-dire que l'entreprise est présente sur le marché depuis 60 ans. À l'époque, elle faisait beaucoup de charpente, donc elle est connue dans le secteur charpente, dans tous les bureaux d'architectes qui sont existants et qui perdurent. Également pour les clients privés avec qui l'ancien propriétaire travaillait à l'époque. Donc aujourd'hui, le fait de juste en parler à quelques architectes, on a déjà de quoi occuper 3 collaborateurs. Ok. Sur quelle durée? Sur quelle durée? Là, j'ai une vision jusqu'à juin, en gros, tu as 6 mois full. Moi, je pense qu'on peut facilement aller au 1,5 million, ça c'est sûr. 2026? 2026, oui. Ok. Avec plus de collaborateurs sur la partie charpente? Avec plus de collaborateurs. Le développement peut être très rapidement fait, c'est-à-dire qu'avec un technicien, il peut couvrir facilement 6 collaborateurs à la pause. Donc, en gros, la structure
budgétisé est déjà en place via le technicien. Il suffit juste de rajouter des collaborateurs pour la production et la pose. Est-ce qu'au niveau des flux de trésor, tu as les mêmes problèmes qu'avec les autres chantiers ou sur la charpente, c'est différent? Tout dépend dans quel billet, sur quel type de client ça va se développer. Si c'est du client architecte, le flux de trésorerie ne va pas être optimum. Sauf si tu mets en place les 7 jours de délai et les conditions générales avec pénalité de retard et avec pénalité en cas de changement des plans et avec toutes les autres pénalités que tu pourrais mettre contractuellement signées. Mais en réalité, il dit que ce sera pareil, mais il y a un élément qui est différenciant que tu n'as pas cité. C'est que le gars qui vend une cuisine, il peut revenir te voir et te dire non mais au final j'ai changé de plan, je ne veux plus faire la même chose. Mais celui qui a déjà son plan de charpente posé dès le départ, La charpente, ça change moins. Ça change beaucoup moins. Donc flux de trésor plus maîtrisé, moins de problématiques dues au changement niveau client, une marge avoisinant les 40% voire plus. On peut standardiser beaucoup de choses, on peut développer une équipe dédiée et tu capitalises que sur des avantages en mettant le paquet en 2026 sur la partie charpente. Et pourquoi attendre 2 ans pour faire 1,5 million de plus alors que tu peux le faire en 12 mois? Ça, c'est la question 1,5 million. Non, mais tu as complètement raison. En plus du fait que la rentabilité de ce secteur sera meilleure si le chiffre d'affaires augmente, étant donné que ça justifiera le salaire du technicien qui est là. Alors après, ce chantier-là, c'est 2030. C'est 2030. C'est qu'un projet pour l'instant. Ok, c'est qu'un projet. Donc pour l'instant, ça ne rentre pas dans les papes. Alors on peut le gommer. Mais il y en a d'autres intéressants également. Mais effectivement, des chantiers comme ça amènent une belle notoriété. Moi, j'ai un autre point aussi, c'est aujourd'hui, donc tu as parlé de trésor, tu as parlé de stabilité, tu as parlé de tout ça. On va venir sur la trésor. Aujourd'hui, grosso modo, mais tu as combien de trésor? Et tu joues avec le négatif de ton compte pour pouvoir payer tes gars. Et tu as 650 000 d'impayés dehors de factures ouvertes. De factures ouvertes, pas impayées. Parce qu'ils ne respectent pas les délais, parce que tu n'as pas mis en place de conditions, parce qu'ils se disent de toute façon Sam il est gentil, il va me relancer. Peut-être bien que je suis trop gentil, oui. Ok. Ça c'est un bon point. Ça c'est un très très bon point. Il faut qu'on travaille là-dessus parce que il faut vraiment qu'on creuse. Ce qui est dingue, c'est que je le connais depuis longtemps, mais je procrastine sur cette problématique. Je ne connais pas mes pensées limitantes, mais voilà. Let's go. C'est objectif numéro 1. Objectif numéro 1 pour moi, c'est vraiment la trésorerie. Et on va aller tout de suite rechercher de l'argent là où il y en a. Objectif numéro 2, effectivement, je l'ai noté, c'est tout ce qui est process. Parce que finalement, ça joue aussi sur la partie trésorerie. Exact. Il est magnifique, tu vois, en plus il est juste à côté. Hop. Et on peut aussi y mettre automatisation, on peut aussi y mettre IA, il est quelque part par là, il est là. Tiens, on va les mettre tous les trois là, parce que ça c'est ton deuxième priorité capitale. Trésor avec, à mon sens, également marge, parce que finalement, tu as un sujet de marge et tu as un sujet non pas de pricing, non pas d'acquisition, mais pour moi de structuration au niveau de tous ces sujets. Ça te coûte mais beaucoup d'argent. Et il y a un monde dans lequel sur tes 650 ouverts là, il y a une partie que tu ne trouveras pas. Donc en plus c'est virtuel. Tant que c'est pas sous le compte, tant que c'est pas encaissé, ça n'existe pas. Ancre ça vraiment dans ton esprit. Et puis le dernier point, acquisition. Mais avec acquisition, il y a aussi offre. Hop, perdu notre petit truc. Et puis, bien sûr, il y a, il est où? Positionnement. Tac, merci. Et pour moi, tout ça est chapeauté par l'état d'esprit. Parce que Sam, il est gentil. Tu vois, il ne veut pas déranger. Je suis sûr, demain, tu as une facture ouverte à 100K. T'appelles, tu as besoin de ces 100K. Le gars te dit « Ah non, mais c'est bon, la semaine prochaine, ça va, je te paye la semaine prochaine. » Ok, ça ne gêne pas, la semaine prochaine, c'est bon, pas de souci. C'est ça que tu leur dirais. C'est que je compte sur lui pour être payé la semaine prochaine. Voilà, tu dis je compte sur toi, ouais, la semaine prochaine ça joue. Sauf que la semaine prochaine arrive, vendredi. Il fait une modification, il dit en fait l'adresse c'est pas la bonne. Voilà. Il manque un numéro sur mon et il adresse renvoie une d'entreprise. nouvelle facture avec 30 jours de délai. Tu vois?
Mais du coup, non, c'est un vrai point, c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, en fait, ton plus grand frein, c'est toi-même parce que tu acceptes d'être trop gentil avec les autres. Et demain, tu vois, là, tu me partages ça, ok, c'est bien, tes chiffres, et tu as les reins solides, mais c'est pas sain. Parce que la problématique, c'est que si on continue à appuyer sur le champignon et à la croissance et faire de l'acquisition, c'est pas le montant que tu m'as partagé qui sera ouvert, c'est peut-être 50% de plus ou 100% de plus. Et ton plafond ou ta capacité à pouvoir aller en négatif ou autre, elle devra être augmentée ou ce sera plus. Et du coup là, l'étape d'après, ça sera je fais un crédit, je fais un emprunt, je vais chercher de la liquidité parce que ma boîte, elle est là depuis 1960 et quelques, etc. Et puis j'ai des bilans plus ou moins positifs, même si on n'a pas forcément toujours du cash positif, mais on a une ligne de crédit qui va être encore plus grande. Et voilà, et on va avoir des liquidités. Hop, tu reprends un peu d'oxygène, tu refais de la croissance, tu reprends de l'oxygène jusqu'à la prochaine étape où tu n'en as plus. Tu vois? Et à chaque fois, et c'est un cycle, donc il faut casser ce cycle tout de suite par l'état d'esprit, par la structuration des systèmes de facture, de trésorerie, de marge, de pilotage par les chiffres. Moi j'aimerais que tu te dises, ok, si tu vois, aujourd'hui, ton parcours, c'est quoi? Tu as fait un apprentissage de menuisier ébéniste? Exactement, je suis parti de apprentissage Ok. de menuisier, apprentissage de charpentier. À partir de lundi, tu as fait un master en finance. Toi, tu n'es plus menuisier, tu n'es plus ébéniste. Tu as juste racheté une menuiserie et une ébénisterie et un atelier qui faisait des charpentes, qui est là depuis très longtemps, qui a une superbe réputation, parce que tu es passionné du bois. Mais tu as un master en finance. Tu as lu tous les bouquins en finance. Tu pilotes ta boîte par les chiffres. Est-ce que tu penses qu'un mec master en finance qui pilote la boîte par les chiffres, il accepterait la situation dans laquelle tu es? Non. Il n'y serait pas. Non. Ça n'existe pas. Et en fait, en acceptant cette situation, tu acceptes de te mettre en danger et de ne pas pouvoir aller chercher le potentiel que tu as réellement avec tes clients, ton marché, etc. Donc ça, c'est la priorité numéro 1. À partir de maintenant, tu as un master en finance et tu pilotes par les chiffres. Tu as un dashboard de trésorerie, c'est quoi ton CRM? C'est pas vraiment un CRM, c'est un ERP. Ok. Mais dedans, effectivement, on gère les factures débiteurs, les factures créanciers. Donc tu vois les retards, tu vois la trésor, tu vois… C'est connecté directement à ton compte bancaire ou pas? Okay. Non, on fait la connexion manuellement. Mais manuellement, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on sort un fichier de paiement de la banque, qu'on envoie sur le RP, lui relie tous les lundis. Tous les lundis. Ok. Et donc, tu as un dashboard, tu as une visibilité, tu as des courbes? Non, tu n'as pas un dashboard. C'est plutôt, tu as des informations que tu peux sortir à certains endroits. Comment ça s'appelle ton ERP? Triviso. C'est un ERP métier du bois qui est suisse. Ok. Qui est top parce que tout est dedans, il y a tout qui est relié dans un programme. Mais effectivement, il n'y a pas cette vision globale. Il y a un ERP suisse qui s'appelle Brevo, non? Brevo, ouais. Ouais, et puis ils ont aussi une alternative qui s'appelle Trésio, qui est un ERP optimisé trésorerie. Et tu peux connecter tous tes comptes bancaires en Suisse et n'importe quel ERP. Alors peut-être que dans ton cas, il y aura un pont à devoir faire avec ce qu'on appelle des API ou alors des automatisations, peu importe. Ça mérite en tout cas d'être creusé parce que si tu as un master en finance à partir de maintenant, tu ne peux plus avancer à vue, tu vois. Et donc le fait d'avoir même ne serait-ce que 50 000 dehors ou d'être dans le rouge ou autre, ça ne doit pas exister en fait. Et ça doit être ton OKR numéro 1, trimestre 2026, premier trimestre 2026. Tous les mois, tu es dans le vert en cash et mois après mois, tu as de moins en moins de factures ouvertes en proportion des factures émises et tu mets en place un process où les factures sont payées le plus vite possible. Les CGV, elles sont revues, elles sont signées, limite même les devis deviennent payants s'il faut, mais il faut vraiment, tu ne peux pas continuer comme ça en fait, tu creuses ta tombe. Si tu n'as pas envie qu'un mec reprenne ta boîte comme tu l'as repris, il faut vraiment changer ça. Non mais à ce moment-là, quand Samuel il nous explique qu'il n'ose pas demander qu'on lui paye ses factures parce qu'il a peur de passer pour quelqu'un qui demande, qui quémande ou avoir une mauvaise image,
heureusement qu'il nous en parle ouvertement. Et c'est le cas de beaucoup trop d'entrepreneurs malheureusement. Mais là, on est quand même sur un cas extrême. Il y a des centaines de milliers de francs qui sont dehors. Il t'explique qu'il a stabilisé le truc, mais qu'en réalité, il est en déficit tous les mois et qu'il joue sur ses possibilités de négatif, enfin, qui connaît même son négatif maximal et qui joue avec les limites, etc. Mais il est content et il te dit qu'il a 0% d'impayé pour autant. Et en plus de ça, il fait des millions, il fait soi-disant de la marge, mais il n'y a pas de trésor et il n'y a pas de résultat à la fin de l'année. C'est lunaire, cette situation. La vérité, c'est que tout entrepreneur, quel qu'il soit, à partir du moment où il fait un service, il vend un produit, il délivre quoi que ce soit, c'est normal d'être payé. C'est transactionnel. C'est le but même de la création de valeur. Si tu ne récoltes pas ton dû et que tu n'es pas payé, c'est comme si tu arrêtais de respirer. Le cash est l'équivalent de l'oxygène pour ton corps dans ton business. Sans cash, pas de business. Sans oxygène, pas de vie. Et c'est fini, game over. Donc il est dans le sacrifice et il veut encore croître davantage alors qu'il a déjà une baignoire percée. Il va juste creuser un trou encore plus profond qu'il n'a déjà. Extrêmement malsain comme raisonnement. Ça, c'est le point numéro 1. C'est vraiment celui-là. J'insiste sur celui-là parce que ça, tu vois, ça, c'est presque ce qui va aider et permettre de faciliter ça. C'est un peu une conséquence, cause à effet. Et ça, j'ai presque envie de dire on arrête tout là. On arrête tout l'acquisition, même si toi, tu as envie de continuer parce que finalement, c'est ton moyen de faire rentrer du cash actuellement. Donc, tu penses qu'en appuyant là, tu rentres du cash et tu résous le problème, alors qu'en soi, tu as encore ici ta baignoire qui est percée. Tu essaies de remplir un bateau alors que tu as un trou dans la coque là. Donc, il faut vraiment que ça soit la priorité absolue. Mais aujourd'hui, je pense que ce sera résolu et de façon irréversible. Et tu ne reviendras plus en arrière avec ce qu'on va faire ensemble sur le point numéro 1. Ouais. Et si c'est OK, on peut directement démarrer sur ce sujet-là. Go. Il y a la partie effectivement qui est la prise de conscience au niveau de la trésorerie, de l'optimisation, mais peu importe le master en finance ou peu importe ton aisance avec les chiffres, on sent clairement que si tu as réussi à amener l'entreprise à ce niveau-là, c'est que tu es un dirigeant responsable, qui sait gérer, qui sait organiser, qui est très bon en relationnel, qui est plutôt bienveillant, qui est un bon communicant, qui tient à ses relations autant avec les fournisseurs qu'avec ses collaborateurs internes. Et là où justement on identifie un point ou plusieurs points, c'est sur la partie état d'esprit et perception de ma relation à l'argent et ma relation aux fournisseurs. Et à mon sens, avant d'aller creuser sur la partie process et solutions à mettre en place, parce qu'avec ce qu'on va te partager sur le plan technique, tu n'auras plus jamais ce souci-là, ou peut-être divisé par 10, j'en sais rien, mais je veux dire ça restera anecdotique. Mais avant d'aller juste partager les solutions et les stratégies pour que ça n'arrive plus, il faut aller comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Parce qu'autrement, on n'est pas à l'abri à ce que ces solutions ne soient pas implémentées ou alors à ce qu'elles soient contournées ou ne pas être respectées parce que X ou Y raison. Et on a pu beaucoup, à plusieurs reprises en tout cas, faire des consultings avec des sociétés suisses et on constate quand même qu'il y a une culture et un rapport à la relance et une culture et un rapport à se faire payer qui est un peu singulier. Tu n'es pas le premier entrepreneur suisse qui nous dit qu'il a des centaines de milliers d'euros en attente. Francs en attente. Et euros quand c'est des sociétés en Europe, mais tu n'es pas le premier. Et ce que j'aimerais comprendre en te posant quelques questions, si tu veux bien, c'est qu'est-ce qui te fait peur ou qu'est-ce que tu n'aimerais pas qu'on dise de toi si simplement tu étais un peu plus exigeant sur tes délais de paiement? C'est une bonne question ça. Ouais, et qu'est-ce qui te vient là tout de suite? Qu'est-ce que tu voudrais pas que je me dise de toi? Demain, j'ai une facture ouverte de 100 000 euros et puis j'attends 30 jours pour dire « Ah, au fait, non, il faut l'update. » Francs. On va y arriver. 100 000 francs. Je pense juste de peur de gêner, personnellement. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais pas que je me dise sur toi? De déstabiliser le client en disant Samuel, il m'embête avec ses relances là parce qu'on lui donne du boulot. Mais regarde, la question elle est différente. J'ai déjà eu cette remarque. Qu'est-ce que tu voudrais pas que je pense de toi si tu me relances? Ouais. Que je serais en besoin d'argent. Ok, donc en fait… Une instabilité financière de l'entreprise. Donc pour toi, me relancer, c'est potentiellement envoyer un signal à moi, cabinet d'architecte,
que tu es en galère financière ou en instabilité ou en manque d'argent. Et pour éviter de démontrer ça, tu préfères faire l'effet inverse en mode « Non, t'inquiète, c'est OK. Par contre, je compte sur toi pour le règlement prochain. » Et donc, tu préfères la jouer un peu classe au détriment finalement de la sécurité et de la protection du cash de ton entreprise. Effectivement. OK. Donc, si tu identifies que ton trigger et que ton appréhension, elle est « je ne veux pas qu'on dise de moi ou de mon entreprise qu'on est en instabilité », la meilleure façon de démontrer une stabilité financière, ce serait d'agir comment? Déjà en donnant les conditions dès le début. Ah ouais. Puis s'il ne se plie pas aux conditions, s'il ne tient pas les conditions, on s'appuie sur les conditions qui sont mises en place. Simplement. Et qu'est-ce que moi je me dirais, toi, si dès le départ, on a des conditions… C'est carré. C'est carré. C'est carré, c'est responsable, il y a un suivi. Okay. C'est professionnel. Et tu préfères qu'on dise c'est carré, c'est professionnel, il y a un suivi et ça tourne, ou tu préfères qu'on dise, potentiellement bon, c'est un peu freestyle, il est gentil, par contre, ça se voit qu'il n'a pas besoin de cash. Je préfère nettement la première solution. Ok, donc à partir d'aujourd'hui, quand tu sentiras au fond de toi ce petit truc qui te dit « oui, mais je ne veux pas donner l'impression que l'entreprise est instable financièrement », tu sauras qu'il y a une autre part qui dit bah, « mec, écoute-moi bien, je préfère paraître professionnel, carré, fluide et responsable plutôt que l'inverse. » Et sur le long terme, tu sais que c'est la deuxième option qui gagne. Donc in fine, ce que tu appréhendes le plus, c'est aussi ce que tu vas chercher en agissant de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en fait, tu déclenches une instabilité financière en voulant faire croire que l'entreprise est stable financièrement. Donc c'est le serpent qui se mord la queue un petit peu là-dessus. Exact. Hyper intéressant, et n'oublie pas qu'en plus, le vrai signal et la vraie entreprise en instabilité financière, dans l'équation, c'est le Danis dans l'exemple. Parce qu'il ne te paye pas. Bah ouais. C'est vrai. Donc s'il ne te paye pas, c'est lui. C'est lui qui envoie ce signal-là. C'est lui qui envoie ce signal, c'est pas toi. Toi, tu veux juste pouvoir faire le job. Maintenant, on a une solution. Est-ce que ça changerait la donne pour toi et tes clients de ne pas se casser la tête à t'ajouter en bénéficiaire, à prendre ton IBAN, à l'envoyer à leur assistante, oui, tu peux l'ajouter s'il te plaît, programme un paiement, oui, il faut faire un virement et puis il faut attendre l'ordre de la banque et des fois on a dépassé les plafonds de virement, il faut une sécurité, tout ça. Est-ce que ce ne serait pas intéressant pour tout le monde de mettre en place un système, pour l'instant on ne va pas dire lequel, mais un système de prélèvement, à savoir que quand tu m'envoies la facture, tu m'envoies un lien hyper simple où j'ai juste à cliquer, mettre mon IBAN, donner mon accord et puis le paiement est réglé et prélevé tout seul. Tu penses que ça aiderait tout le monde? Oui, mais je me demande comment vont accepter ça la partie en face. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours contrôler la facture avant… Bien sûr, mais ils n'ont pas à faire… En fait, ils contrôlent la facture, ils ont le délai de paiement, entre guillemets, ils ont la date de prélèvement. Oui. Et c'est à eux de valider ça. Une fois que c'est contrôlé et que c'est validé, ils n'ont pas à t'ajouter en bénéficiaire, ils n'ont pas à l'envoyer à la compta, ils n'ont pas demandé à la secrétaire de faire le virement, etc. L'expérience? Et quel signal ça envoie pour toi et ton entreprise? On aide notre client, on lui donne des solutions. Et tu es encore Et de pro nouveau, carré. c'est carré. C'est encore le côté carré. Et pour toi, qu'est-ce que ça changerait d'avoir un système comme ça? Ça m'apporte une meilleure vision de l'entreprise au niveau de mon client. Ça m'apporte, comment on veut dire ça, on lui simplifie son job. Donc on l'aide à faire son job. Donc il sera proactif vis-à-vis de ça, à mon avis. Mais toi, ça va te soulager parce que tu n'auras plus de relance à faire. Oui. Tu ne devras pas lui rappeler de te payer. Il ne doit pas te faire un virement, il est prélevé. Donc en fait, ça change toute la dynamique. Ok. Alors le problème, c'est que je me projette pas trop dans cette solution. Par rapport à quoi? Moi, personnellement, j'aime pas les prélèvements automatiques. C'est pas automatique. C'est pas un prélèvement récurrent. Non, c'est pas une automatique. facture qui t'est prélevée au lieu que tu m'ajoutes sur ton compte, sur ton… Après, on valide quand même la facture manuellement. 100%. Mais tout l'enregistrement de la facture est déjà fait sur le compte. Ouais. C'est juste que c'est pas moi qui fais le virement. Moi, je mets juste mon IBAN et c'est prélevé automatiquement. Ok, oui. Et ça me coûte pas plus cher. Et j'ai même pas à aller sur mon téléphone, j'ai pas à demander l'autorisation de mon comptable, j'ai pas à demander à mon assistante de te payer, j'ai pas à oublier, j'ai pas à être gêné que tu me relances. Toi, t'es pas gêné que tu me relances et que tu aies l'impression que tu me mendies de l'argent. Non, c'est carré quoi. Tu sais, cette solution, on l'a déployée dans un écosystème qui est pas réputé du tout pour mettre en place ces systèmes-là. C'est le domaine de la mécanique professionnelle B2B. Et en fait, un de nos clients nous disait mais c'est impossible. Moi, je fais une facture mensuelle. Je donne des facilités de paiement, des fois paiement à 90 jours, etc., etc. Mais il avait toujours 100 000 € dehors. Ok.
et tous les mois en difficulté. On a mis en place ce prélèvement-là, il est descendu à 12 ou 14 000 euros, toujours en roulement libre. C'est génial. Et ça a changé la vie de ses clients parce qu'ils n'ont plus à se casser la tête. Et il avait de l'appréhension. On signe où à Nice? Eh ben, Quelles sont les solutions? Il n'y a plus qu'à les mettre en plaque. Une des solutions, il y en a plusieurs et c'est à toi de faire la recherche par rapport à ton métier, mais une des solutions qui existe, qui est facile, qui peut être déployée dès demain, c'est la solution GoCardless. Je vais aller même plus loin. GoCardless, c'est super, c'est une bonne solution. Mais toi, tu es en Suisse. Oui. Le but aussi quand on fait partie d'entrepreneurs.com, c'est qu'on bénéficie du réseau entrepreneurs.com. Moi, j'ai un ami qui est le responsable commercial d'une boîte qui fait partie d'un énorme groupe. C'est des milliards de chiffres d'affaires, ce groupe-là. Okay. Cette boîte, elle fait du factoring, de la facturage spécifiquement pour les sociétés en Suisse. Moi, j'ai une solution effectivement parce que GoCardless, c'est top, mais c'est en UK. Premier point. Il y a différentes variables à prendre en compte, etc. Mais il y a une boîte, si tu veux, qui, je te partagerai le lien. Je te mettrai même en relation, si tu veux, avec le gars pour voir concrètement comment ça marche. Il y a également les solutions de prélèvement qu'on a évoquées. C'est des exemples. L'idée derrière, c'est juste d'actionner à 2000% une solution qui fait que tu n'attends plus. Une solution qui fait que, entre les conditions que tu mets sur tes CGV, maintenant que tu vas avoir des CGV, entre les conditions que tu mets en cas de modification de plan et entre la nouvelle politique simplement que tu expliques à ton client lorsque quand tu vends une solution, et tu rajoutes à ça le quatrième point qui va être une des différentes plateformes de prélèvement direct ou de relance automatique ou de délégation de factures, ça mis bout à bout fait que tu dors sur tes deux oreilles dorénavant et tu n'as plus à te soucier de cette gymnastique intellectuelle de moins X à plus X d'argent, de trésor et de flux au quotidien. C'est mon plus gros stress actuellement. Est-ce que c'est quelque chose que toi, par rapport à tout ce qu'on vient de te partager, c'est un truc que tu vas déployer dès que tu rentres? Oui. 100%? Est-ce qu'il existe ne serait-ce que 1% de chance pour que tu ne le fasses pas? Peu importe, qu'est-ce que tu choisis comme plateforme? 1% de chance qu'il fasse que je le fasse pas. Est-ce qu'il existe ne serait-ce qu'un tout petit risque que tu n'actionnes pas ces solutions-là? Le seul risque, ça serait que moi, en interne, je n'ai pas encore changé d'état d'esprit. C'est le seul risque. Ok, et qu'est-ce que ça générerait, le fait que tu n'aies pas changé encore cet état d'esprit? Ça générerait que je ferais exactement ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que je procrastine sur cette problématique. Mais sauf que là, ce n'est pas à toi de gérer la problématique, c'est des solutions qui font que la problématique n'existe plus. Exact. Il faut juste les activer. Activer les solutions. Et à mon sens, tu vois, il y a la partie entrée. Donc finalement, ça c'est tous tes clients que tu vas facturer, B2B, B2C, enfin voilà, toutes les choses que tu vas facturer au fur et à mesure. Ou on va s'assurer que tu mettes en place la bonne solution. On sera là pour te challenger tant qu'il faut, ça c'est sûr. Parce que il est question de vie ou de mort de ta boîte. Pas de cash, pas de boîte. Donc, et tes salariés, ils sont super top, certainement, super état d'esprit. Mais si on ne peut pas les payer, à un moment donné, ils vont te dire « Sam, tu es vraiment un mec cool ». Toi, tu vas leur dire « Ouais, la semaine prochaine ». Ah non, eux, ils ne vont pas pouvoir dire « la semaine prochaine » pendant longtemps, tu vois. Donc, hyper important. Et puis après, il y a les sorties. Donc, tu l'as évoqué, tu as dit que ça se répercutait aussi sur d'autres choses. Donc, finalement, tes fournisseurs, tu vois, tu évoquais le fait tout à l'heure que dans certains contextes, tu peux sous-traiter. Oui. Donc peut-être tes sous-traitants. Est-ce que ça se répercute? Tes collaborateurs. Ça se répercute surtout au niveau fournisseur, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de fournisseurs qui me font un rabais de paiement à 10 jours. Ok. Un 2% de paiement à 10 jours, un 3% de paiement à 10 jours. Ok. Et des fois, je ne peux pas payer dans ce délai-là. Donc je perds cet avantage. Après, les sous-traitants, je les appelle effectivement. Des fois, je demande si c'est possible pour eux de décaler le paiement. Ok. Ça m'est déjà arrivé. Mais n'oublie pas que 3% de paiement, 3% de rabais sur de la matière première, ce n'est pas 3% du chiffre d'affaires in fine, c'est juste 3% de ta matière première. De 1 tiers en menuiserie, 1 tiers c'est le ratio, et 2 tiers en charpente. Ouais, donc c'est 1% in fine ou 2%, éventuellement 1,8% in fine. Et c'est pas toute l'année, c'est qu'à un certain moment, donc c'est pas un… Sous-traitant, est-ce qu'il y a des sujets là-dessus? Est-ce qu'il y a des sujets, c'est-à-dire? Est-ce qu'il y a des sujets de problématiques de paiement avec eux? Ouais. Ou là aussi, tu es trop gentil à des moments? Alors moi-même, non, je suis pas trop gentil avec les sous-traitants. C'est-à-dire que tant que tout n'est pas fini et que tout n'est pas dans la qualité désirée, tout paiement n'est pas exécuté. Ok, donc là, ça c'est bon. carré.
Par contre, au niveau de ma partie technique, il faut peut-être que je les coach plus sur cette partie-là parce qu'eux, ils sont trop gentils. Ils sont plus à valider les factures et puis laisser aller le sous-traitant. Ok, d'accord. Donc, on fait des problématiques après de rendu de délivrer au client ou que nous, on doit reprendre derrière. Justement, ça va être le point 2. Process. Process, ouais. Process, hyper important. Donc là, on a un problème de process, mais pas une problématique de gentil Sam. Collaborateur? Oui, je pense que je suis peut-être trop gentil sur la partie… je les paye peut-être trop bien. Trop généreux? Trop généreux, ouais. C'est subjectif, tu dis peut-être, ou c'est factuel? Non, c'est pas subjectif, c'est vraiment factuel. Parce Ok. que, à rapport du niveau du marché, je suis au-dessus sur tous les postes dans l'entreprise. Ok, à quel point tu es au-dessus? C'est tellement variable dans le métier que ça dépend toutes des compétences de la personne. Mais… En moyenne, t'es quoi? 10%, 30%, 50%? Non, plus dans les 10. Ok, 10%. Après, aujourd'hui, pour gérer la partie demande d'augmentation, aujourd'hui, c'est que je leur dis que tout simplement l'entreprise elle a besoin de vivre et puis que pour l'instant, on ne peut pas se permettre de donner des augmentations. Ok. C'est-à-dire qu'il y aura plutôt une montée en compétence de la personne qui justifiera son augmentation. Ok. S'il n'y a pas de justificatif de sa montée en augmentation, il n'y aura pas d'augmentation. J'ai une question. Si tu avais 500 000 francs sur ton compte, Oui. cash de trésor, tu es rentable, tu es vert tous les mois, et toutes tes factures, elles sont payées à 7 jours. Un mec qui te demande une augmentation, tu lui dis que la boîte, elle doit vivre ou tu lui dis que c'est possible? Non, je dirais qu'est-ce que tu me proposes en retour? Ce sur quoi qu'est-ce qui monétise en face? C'est-à-dire, est-ce que une augmentation Ok. dans son temps de travail, Donc, une la augmentation réponse… de compétences? Donc la réponse d'avant, c'est un peu bullshit que tu nous partages. On passe de la boîte, elle a besoin de vivre. Donc sous-entendu, c'est une En fait, question de timing, en fait, alors ce que qu'en je vrai, parle- c'est une question de situation. Je parle de mon mois actuel et de mon ancien mois. Ok? Mon ancien mois était trop gentil, Ouais. donc ils ont des salaires plus élevés, mais mon nouveau mois est différent. Et Ouais, mais quand même, tu vois, enfin moi, tu me passes de… mon nouveau mois d'il y a 6 mois, enfin depuis entrepreneur. Oui, non, j'entends. Mais tu vois, tu passes de là, on a besoin, vu la situation actuelle, on a besoin encore de temps, grandir avec la boîte et puis on verra, à, si je te dis projette-toi dans une situation où on encaisse, on est au vert, on a du cash, etc. Tu me dis, c'est plus on a besoin de temps, c'est qu'est-ce que tu m'offres en échange, qu'est-ce que tu m'offres en retour. Donc, ce qui est bien, tu vois, l'entrepreneur, il devrait plutôt se dire, plutôt que de se dire, je dois enlever des salaires, je dois diminuer les salaires, je dois machin, dire, ok, on crée de la croissance, parce que si on crée de la croissance et si on encaisse, je pourrais vous augmenter. Et on pourra partager le profit, on pourra partager le fruit de notre travail. Et donc, tu vois, tu changes de modèle, parce que tu changes de modèle. Moi, aujourd'hui, si j'augmente ma rentabilité, mon objectif, c'est de leur mettre une petite carotte, c'est-à-dire de leur donner un avantage financier sur l'augmentation du bénéfice. Complètement. Pour tirer en avant puis amener encore plus cet élan dans l'entreprise. L'objet de cet exercice, il va être principalement de se dire comment je peux réduire les délais au maximum au niveau des entrées financières et allonger autant que possible les délais de sortie financière. C'est plutôt principalement sur ça qu'il faut se concentrer, plus que sur les optimisations et réduire ou augmenter les montants eux-mêmes. En gros, si là sur la partie entrée, on est au max de la réduction avec ces histoires de… D'ailleurs, tu décides de quoi? De mettre 7 jours ou 14 jours sur tes prochaines conditions? Je peux essayer de mettre 7 jours. Je peux mettre 7 jours. C'est pas je peux essayer, c'est je peux mettre 7 jours. Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui de mettre? Ça, on l'a pas évoqué tout à l'heure, mais quand il y a des conditions dans le contrat avec les architectes, s'il y a des paiements à 30 jours, à 45 jours ou à 60 jours, Tout à fait. là, je ne peux pas réfuter ces conditions. Ouais, Je suis obligé de me plier aux conditions de l'architecte ou de l'entreprise générale. Ça, j'ai pas le choix. Mais pour toutes les autres solutions, C'est ça. on peut mettre 7 jours. 7 jours. Donc, moi, ce que je veux entendre, c'est pas on peut, c'est je décide de. Je suis d'accord avec toi. Oui, le financier, il dit que je décide de mettre 7 jours. Ok, donc on est ok. En plus, c'est filmé, c'est enregistré. Et puis, il y a le replay, etc. Donc, tu les auras dans tes OKR. Donc, la décision aujourd'hui, c'est que dès lors que ce n'est pas géré par un contrat plus global, avec des conditions qui viennent les couvrir, tu choisis des conditions de toi que tu imposes avec des règlements de facture à 7 jours.
Exact. Donc là, déjà, Après, on a du... la seule chose qu'il faut que je fasse, c'est que je le mette dans les conditions générales, que Bien j'applique sur les offres, que les clients le voient en amont. Oui, bien sûr. Et puis que tu puisses aussi le pitcher lorsque tu présentes ta proposition, une fois que c'est validé, notamment quand il y a des acomptes pour que tu puisses acheter ta matière première, etc. Ça, on l'a déjà évoqué. Donc, ok, on a réduit au max ici. Et là, c'est déjà étendu au maximum qu'on peut. Est-ce que je voulais arriver avec C'est étendu au maximum qu'on peut. Oui, les fournisseurs, effectivement, on peut demander des conditions plus longues. Ah, Au lieu tu as de des mettre 30 possibilités jours, on peut aller à 60 jours, je pense. Ok. Il y en a certains qui me l'ont déjà donné. Très bien. Maintenant, je peux peut-être le demander à tous les fournisseurs. C'est une des actions qui serait vraiment, vraiment super puissante. Et puis, donner ses conditions aux sous-traitants aussi. C'est OK, on bosse ensemble, mais moi, mes conditions, c'est 60 jours. Ok, donc pour résumer, on met en place, on change les conditions générales sur la partie encaissement. On voit comment on peut automatiser un système de paiement qui ne passe plus par ton système de relance. Salut Bernard, tu penses à bien payer la semaine prochaine. Donc peu importe la plateforme qu'on a évoquée. Et le troisième point, c'est qu'on demande à tous les fournisseurs et les sous-traitants dans quelle mesure il est possible sur 2026, dans le cadre de la collaboration, de la confiance, etc., de déployer un système de règlement à 60 jours parce que tu tiens à la relation, c'est hyper important de les garder en partenaire fidèle, mais que aujourd'hui, toi, ça te permettrait de commander plus, ça te permettrait de continuer à te projeter avec eux et ça t'éviterait d'aller regarder ailleurs parce que certains viennent agressivement te proposer des prix plus bas. Quand tu arrives en fait avec ce discours-là, là, tu fais passer un certain nombre de gars à 60 jours plutôt qu'à 30 et ici, tu réduis quasiment tout à 7 jours, sauf quand il y a un contrat différent qui dit 30. Moi, je reviens encore sur un point. Tu vois, on parlait des collaborateurs encore. Oui. 100% de tous tes collaborateurs, tout comme toi d'ailleurs, doivent avoir des OKR et des KPI, individuels et collectifs. Parce qu'au moins, c'est la somme de tous tes collaborateurs qui vont permettre de faire monter la boîte en termes de productivité, en termes de process, en termes de suppression des erreurs, etc. Il doit y avoir aussi des pénalités, tu vois, sur les bonus. Tu ne vas pas bien sûr lui dire « tu dois me payer pour bosser chez moi ». Mais si au bout d'un moment, délai, non-maîtrise, mauvais devis, mauvais chiffrage, on a dû refaire quelque chose de toute pièce, etc., ça va être imputé sur les bonus. Alors soit c'est le bonus collectif de l'entreprise, ça peut générer de la frustration pour tout le monde, soit c'est pour les bonus individuels, ça peut générer de la frustration individuelle, dépendant aussi de certains types de profils, il faut faire attention. Mais en tout cas, KPI et OKR, parce qu'aujourd'hui, ça reste très subjectif et ils n'ont pas de visibilité, donc à long terme, ça peut les démotiver. Certains pourraient penser qu'introduire ces notions vont casser la culture d'entreprise. C'est tout l'inverse. Si on crée une culture de performance et qu'on la met en place progressivement et qu'on fait prendre conscience à tous les collaborateurs de l'importance que ça a de suivre X ou Y process, l'importance de l'excellence opérationnelle, l'importance de ne pas faire d'erreurs, l'importance de savoir se challenger, de savoir se dépasser, et de délivrer aussi de la qualité aux clients, ça ne va pas casser la culture. Au contraire, ça va créer une culture. Parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas vraiment de culture. Ils pensent avoir une culture, ils ont éventuellement un document, un truc, 3 valeurs sur un mur, etc. Et ils sont contents, mais il n'y a pas de culture, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas de cadre autour de celle-ci. Donc, le vrai risque, finalement, c'est de continuer à évoluer sans culture. Et vu qu'il y a de la croissance, mais qu'il y a quand même des gens bien, c'est important. Et puis, il y a un autre point dans les sorties qu'on n'a pas nommé, qu'on n'a pas cité, qui fait que c'est aussi hyper important. Ta trésor, ton cash, les impayés, c'est que tu as une reprise d'entreprise. Oui. Donc, tu payes. Exact. Tous les mois. Oui, En tout cas, tous les ans. 2 fois par année. Ouais. 2 fois par année, voilà. Ah, puis j'ai des emprunts aussi. Donc. Tu as des emprunts, tu vois, tu as des crédits, il y a énormément de choses. Tu vois, il y a le crédit vendeur, bon, tu n'es pas garant personnel, mais c'est important quand même. Donc, tu vois, c'est capital ça. Donc, ça aussi, et je dis tous les mois parce que finalement, si tu avais un outil de pilotage de trésorerie, qu'est-ce que tu fais ça? Tu le lisses tous les mois. Tu as tes produits constatés d'avance avec ce que tu vas encaisser, mais tu as aussi tes sorties, même sur tes grosses sorties, par exemple, même si tu payes annuellement ou trimestriellement ton loyer, par exemple, bam, tu le lisses tous les mois. Ok, c'est ton important. 13e salaire, tu le lisses tous les mois. Tu le lisses tous les mois. Donc ça te fait des trous, tu vois. Donc c'est hyper important de mettre ça en place aussi et à voir, mais ça peut se faire, mais je ne te recommande pas de le faire parce que ça augmente encore une fois tes frais.
mais c'est de consolider les crédits, les emprunts vers un autre type de produit financier. La régularité, la trésor, le cash est beaucoup plus sain, tous les mois progressivement. Mais avant d'actionner cette partie-là, que tu pourrais actionner mi-2026 potentiellement, il faut vraiment que tu règles cette partie-là. Il faut que tu appuies Appelix que vient de te partager Anis sur la partie fournisseur. Il faut que tu mettes en place des OKR et des KPI à chaque collaborateur qui vont dans le sens d'un bonus potentiel ou d'une augmentation potentielle à la fin d'année lorsque tu fais tes points mi-annuels, semi-annuels et annuels. Vu que je n'ai pas d'expérience sur cette affaire-là, comment tu ferais pour intéresser les personnes de manière simple et factuelle, collective ou par personne? Dans un premier temps, collectif, ça peut être une bonne solution. Ok, pour tirer toute l'équipe ensemble. ensemble. Par département, toute l'équipe ensemble. Et ceux où tu peux aussi incentiver individuellement, ce sont les responsables des équipes. Ceux qui ont plus de responsabilités chez toi, là, ça peut être différent. Nous, par exemple, c'est comme ça qu'on a fait. J'ai commencé par motiver mes directs. Ensuite de ça, c'était clair. Ils motivent les gens qui sont juste en dessous d'eux. Ensuite de ça, c'est clair. Et dans certains cas particuliers, on motive ceux qui sont encore en dessous d'eux. Troisième niveau de l'organigramme. Ça se fait comme ça de manière simple, progressive, et tout le monde tire le bateau dans la même direction. Il y avait une notion ici d'optimisation des flux, avec des goulots d'étranglement, de la sous-performance à certains endroits ou de la friction au niveau des ateliers ou au niveau de la production, qui a fait qu'on a choisi la partie process et on y a rajouté de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Ce ne sera pas applicable partout. Donc ce que je te propose, c'est qu'on parte du problème le plus gros que tu aimerais résoudre aujourd'hui et qu'ensuite on descende et on résout tout ça point par point. Le problème qui m'a coûté le plus en 2025, c'est les erreurs de production. C'était dû à un mauvais choix de collaborateurs. Et du coup, le chef d'atelier, c'est celui qui est au milieu de la chaîne. C'est-à-dire qu'au-dessus, il y a les techniciens, après, il y a les poseurs. Donc, du coup, le délivrer pour les poseurs n'est pas OK. Mais du coup, ça retombe sur les techniciens d'après parce que c'est eux qui doivent gérer le truc. Bref, ça, c'est la grosse douleur qui a été en 2025, qui est réglée par le chef d'atelier actuel, mais qui doit monter en compétence encore. Je pense que ça va être le point le plus intéressant. Ok, donc c'est réduire le nombre d'erreurs de production. Voilà. C'est quoi, donne-nous un exemple commun d'erreur de production. L'élément produit n'est pas conforme au plan réalisé par le technicien. Ok, un exemple concret, nous qui ne sommes pas du métier. Une porte, il y a un ferme-porte qui est en partie haute, qui est intégré. Le ferme-porte n'est pas dans la porte, n'est pas entaillé dans la porte. Et à quel moment ça arrive, cette erreur? À quel endroit ça se produit? À quel moment du maillon de la chaîne ça a été défectueux? Ça a été défectueux sur le collaborateur direct qui fait le job, déjà. Et qu'est-ce qu'il ne faisait pas? À quel moment de son travail il se loupait ou il faisait cette erreur? Parce que ça ne lui faisait pas plaisir de faire cette connerie. On est d'accord. Et, manque de contrôle de son job. Mais à quel moment? À quelle étape vraiment? Genre, est-ce que c'est dans le dessin technique? C'est au moment où il appuie sur le bouton pour produire la porte? C'est au moment où la porte elle est produite, on contrôle son job qui est fait. Et du coup, on reprend le plan et on retrace ce qu'il y avait à faire. Puis là, mince, j'ai oublié de faire le ferme-porte. On remet la machine en route. Tu as déjà fait le job de chef d'atelier? Oui. Ok. Toi, en tant que chef d'atelier, l'histoire du ferme-porte, c'est ça? Oui. À quel moment tu peux te louper dans le contrôle? C'est pas au moment où la porte elle est devant toi, c'est avant. C'est avant. À quel moment tu as oublié de cocher une case? Sur la machine. Sur la machine. Dans le choix des usinages sur la machine, Ok. on peut sélectionner des usinages ou les désélectionner. Ok. Et si on le désélectionne, l'usinage ne se fait pas sur la machine. Est-ce qu'il existe une autre personne qui n'est pas le chef d'atelier, mais qui peut faire un contrôle croisé? Un double contrôle? Un double contrôle, un contrôle croisé. Oui, parce qu'ils sont deux à la machine à commande numérique. Ah, trop bien. Donc c'est possible de mettre un double contrôle à cet endroit-là? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà le cas, qui est fait? Non. Ok. Est-ce que ça coûte de faire un double contrôle? Non, si ce n'est le temps qui va passer à se plonger dans le plan, Ouais. 5-10 minutes, mais qui coûtera beaucoup moins cher à l'entreprise que quand on s'en rend compte sur le chantier. Est-ce que déjà on peut, d'après ton expérience, moi qui ne suis pas du métier, est-ce qu'on peut valider que dorénavant il y a un double contrôle à cet endroit-là du process pour tout ce qui est produit? Oui, je pense, oui, exact. Mais après, dans la définition des OKR et des KPI, personnels par collaborateur, je pense que là, il y a déjà une grande partie de cette problématique qui sera réglée en lui donnant cet objectif Qui serait par exemple? à ce collaborateur, de mieux contrôler son job pour éviter les erreurs et diminuer cette problématique d'erreur. Tu sais, mettre un objectif à quelqu'un, c'est hyper puissant parce que ça lui donne une raison supplémentaire et ça le drive un peu plus. Exact. Tu vas lui donner des OKR, donc en gros, il aura des objectifs. Et pour s'assurer et pour valider de façon irréfutable qu'un objectif est atteint, il aura des résultats clés associés à cet objectif-là. Donc ça, c'est pour faire avancer quelque chose. D'accord? C'est pour construire, c'est pour les projets. Maintenant, la partie KPI, c'est du pilotage. C'est des indicateurs clés de performance. Et c'est les KPI qui
indiquent la performance d'un collaborateur. Ce n'est pas les OKR. Les OKR, c'est l'atteinte d'objectifs. Okay. Donc, les KPI à ce niveau-là vont être intéressants parce que par semaine ou par mois, chacun a ses KPI. Et donc, ils voient un petit peu la tendance et puis toi, tu vois la tendance de chacun en termes de performance, d'erreurs, etc. Mais l'objectif, ce n'est pas juste de driver ici, c'est d'améliorer les process et c'est de tendre vers le zéro erreur. Et si une des façons qui nous permet de tendre vers le zéro erreur, indépendamment de la motivation de chacun ou de son niveau de concentration, ou je ne sais pas, peut-être qu'il a un enfant en bas âge et en ce moment, les nuits c'est compliqué donc il a moins de concentration, etc. C'est indépendant de sa motivation, tu vois, et de sa concentration. Faire un contrôle croisé à des endroits qualitatifs ou stratégiques, c'est un vrai game changer. Tout comme mettre en place un système de checklist. Est-ce qu'il y a des endroits dans tes process ou dans votre système ou dans, comme tu disais tout à l'heure, les maillons de la chaîne, est-ce qu'il y a des endroits où on peut mettre juste des checklists ou juste la personne pour elle-même, elle coche ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait? Ça, c'est très rapidement faisable d'être mis en place, c'est-à-dire qu'il y a un descriptif de chacun sur chaque plan de fabrication, il y a un descriptif avec une liste de matériaux, si on dit ça comme ça. Donc là, on pourrait faire juste un descriptif global avec point par point, ferme-porte, charnière, tel type de charnière, serrure, tel type de serrure. Et puis derrière, on pourrait tout simplement mettre une croix, enfin une petite case vide où lui devrait mettre une croix, comme quoi il a bien contrôlé qu'il avait usiné ses éléments. Est-ce que c'est quelque chose qui est facilement déployable? Tout de suite. Qui est peu coûteux et surtout qui résout beaucoup de problèmes? Il coûte 0, si ce n'est 5 minutes, que ça prend à mon technicien. Magnifique. À quel moment on met un double check et à quel moment on met plutôt une checklist dans tes différents process? Alors moi je mettrais d'abord la checklist. La checklist. Typiquement pour la porte avec le fermoir, une checklist. Exact. Et ça simplifiera aussi le double contrôle. Peut-être au début on peut tout de suite mettre ce double contrôle en même temps que la checklist. Et puis si on voit que le taux d'erreur diminue, eh bien on peut gentiment peut-être enlever le double contrôle, mais garder la checklist. Tu devras produire des checklists variables. Est-ce que c'est possible? Si c'est possible, tant mieux. Mais si ça demande peut-être une certaine technicité ou une complexité, le double contrôle, dans un premier temps, est plus puissant que la checklist sur des plans qui bougent. Je comprends. Voilà. Ouais, je comprends. Non, techniquement non, parce que là je change mon logiciel de plan technique. On dessine en 3D et lui, il nous sort des listes de pièces automatiques. Magnifique. Donc, tu peux mettre en place ton système de checklist. Exact. Bon, là, ça veut dire que dès que tu rentres, ils vont être contents et même travailler dans un confort de se dire, mais en fait, ils n'ont pas la pression d'oublier des choses. Même si il a que 2 heures de sommeil dans les pattes, ton gars, il est capable de cocher en fait tout ce que contient son meuble. Sur la partie flux, où est-ce que tu sais pertinemment qu'il y a une sous-optimisation dans ta production, dans ton atelier? Tu m'avais parlé d'agencement des machines. Oui. Tu sais pertinemment qu'il y a des choses que tu peux améliorer, mais qui ne sont pas encore faites. Oui, exact. Voilà, pour te donner un ordre d'idée, quand j'ai repris l'entreprise, les machines étaient très vieillissantes. Parc machine vieillissant. Aujourd'hui, j'ai déjà changé 2-3 machines. J'ai acheté la machine à commande numérique il y a 2 ans et demi. Là, je viens d'acheter une scie circulaire qui va amener de la rapidité d'exécution et de la qualité d'exécution. Je change aussi une autre machine en début d'année. Ça, c'est nouveau, c'est tout des leasing. Donc, c'est aussi des charges ramenées à l'entreprise. Donc, la stabilité financière, elle est importante. Ce que je dis par là, c'est qu'il faut, suite à cela, réorganiser l'atelier en fonction de ces nouvelles machines qui arrivent, de tailles différentes, d'organisations différentes. Créer une zone de rangement dans l'atelier, c'est-à-dire de stockage des produits finis, prêts à la pose. Améliorer l'accès de la cabine de finition. Parce qu'actuellement, il faut faire des wet pour y arriver. Et du coup, c'est toute une problématique. C'est du temps. Et des fois, les éléments qui sont abîmés en cours de route. En déplacement, ouais. Donc aujourd'hui, j'ai mis un de mes techniciens, un technicien stagiaire qui est venu pendant l'été pour faire un stage de 10 mois de sa formation. Du coup, son but, son objet de son travail de diplôme, est justement la réorganisation de l'atelier. Donc là, aujourd'hui, le seul frein qui ne me permet pas de mettre en place cette réorganisation, c'est la partie financière. D'accord, parce que le coût, il est dans déplacer les machines? Oui, déplacer les machines, la partie électrique. Mais pour ça, de nouveau, je ne suis pas dans mes locaux. Ça, c'est un point qu'on n'a pas encore parlé, mais je ne suis pas dans mes locaux, je suis locataire. Et cette fin d'année doit se décider si je reprends un bail ou si je rachète le bâtiment ou il y a quelque chose qui va se faire. Sinon, tu repars sur quoi? Sur 3 ans, 6 ans? 10 ans, moi j'aimerais bien un bail de 10 ans. C'est un bail de 10 ans? Oui, mais soit ça change de propriétaire, c'est moi qui achète, soit ça change de propriétaire, c'est pas moi qui achète, mais du coup il me redonne un bail ou pas.
À ce moment-là, j'aurais déménagé. Donc tout ça est retenu aussi par la partie, Donc sur cette partie C'est optimisation, retenu par quelle partie? par la partie organisationnelle. Si je peux rester dans les locaux, je vais investir de l'argent et je vais faire cette modification d'atelier. Mhm. Si je peux pas rester dans les locaux, je vais pas. ça fait combien d'années je que vais tu es pas dans cet rester. atelier? L'entreprise, ça fait 15 Non, ans. mais toi dans Moi, cet atelier. moi, quand j'ai repris depuis 21. Depuis Depuis 2021. 2021. Bah, du coup, en fait, c'est tout ce temps-là aussi où tu sous-optimises ces flux et ces agencements. Donc, une des actions prioritaires également sur la Ce que suite. tu veux me dire, c'est que ça me coûte tous les jours. Ça coûte forcément tous les jours, mais peut-être que ça te coûte moins que les 250 000 de ventilation, etc. Moi, ce que je veux te dire par là, c'est il y a une étape indispensable qui est vraiment de dessiner l'optimisation idéale au niveau des flux et de là où doivent être positionnées chaque machine. D'évaluer avec précision à l'euro près qu'est-ce que ça coûterait de changer le tableau électrique et de faire déplacer les différentes machines. Garder l'option ventilation, même si elle viendrait en toute logique, mais la garder pour l'instant en option de côté. Et dès lors que tu as l'information et la clarté sur je rachète le bâtiment, je ne le rachète pas, je reste locataire, je ne reste pas locataire, une fois que tu as ça, tu sais actionner au bon moment, surtout avec cette optimisation d'entrée et de sortie d'argent de trésor qu'on a, tu sais optimiser au bon moment la partie coûts qui seront peut-être à 30 ou 50 000 francs au total pour déplacer sans la ventilation, pour déplacer tes machines. Ça te semble cohérent? Complètement. Ok. Mais fais le travail en amont. Comme ça, dès lors que tu as le bon signal, tu n'as plus qu'à appuyer sur un bouton. Et si tu as besoin de collaborateurs qui sont déjà chez toi, que ce soit au niveau électrique ou autre, peut-être que tu as déjà des métiers en interne dans ta boîte ou des copains, ceux qui sont déjà salariés chez toi, qui pourraient aider et faire réduire le devis plutôt que externaliser la prestation, quitte à bosser un dimanche et leur payer la journée du dimanche, tu leur payes leur jour du dimanche et tu les fais bosser le dimanche pour le déplacement. Tu vois, vois aussi comment tu peux optimiser ces éléments-là. Ne pas faire de perte de production, c'est ça que tu veux. Perte de production, mais réduction aussi du devis lié à l'aménagement de ton bâtiment. Parce que le réflexe premier, ce serait de dire, bon, on va faire appel à une boîte, électricité, ventilation, climat, enfin je ne sais pas quels sont les différents corps d'État qui vont intervenir, et de leur demander des devis, et puis de te faire cintrer en 4. Par contre, le côté expert financier maintenant et optimisateur que tu es, va dire, bon, il y a 4 gars là, ils savent faire la plomberie, l'électricité. Moi, j'ai un copain qui est électricien, on ne va pas passer par une entreprise générale. Il va me faire un devis ajusté, il va me faire des facilités de paiement et on va faire ça plutôt un dimanche pour ne pas arrêter la production. Mais même mes gars, je préfère leur donner à eux, leur payer une journée bonus supplémentaire et leur offrir quelque chose plutôt que de payer une boîte. Ça coûte moins cher à l'un, ça fait plaisir aux autres et c'est eux-mêmes qui contribuent à réaménager leur espace. Tu vois. Oui, tu les impliques aussi dans le changement. Pour la culture, c'est très bien. Et ouais, le sujet de racheter les locaux potentiellement, encore une fois, on en revient au cash, à la trésor. Le jour venu où tu as l'opportunité, ta prise de décision est différente si tu as 1 demi-million d'euros ou 1 demi-million de francs sur ton compte, que tous les mois tu étais vert et que quand tu vas contacter la banque pour qu'elle te suive, toi à titre personnel ou avec ta boîte ou peu importe, Elle va me suivre aussi plus facilement. ah c'est sûr. C'est sûr parce que le score bancaire il est différent. Tu vois. Donc ça c'est hyper important. Pour ce qui est de la partie process, automatisation, IA, je pense qu'on a fait le tour. Parce que finalement, ça va aussi impacter la trésor. On en a beaucoup parlé. Hein. Ça, c'est vraiment le point clé. Maintenant, acquisition, positionnement, offre. Oui. Tu disais que justement, ton panier moyen a beaucoup augmenté. On est passé de 2005 jusqu'à 40 000. C'est ça, hein, plus ou moins. Oui, c'est la fourchette, c'est entre les deux. Ok. Mais où te situer entre les deux, j'arrive pas à te le dire. Ok. Ça dépend quoi? Ça dépend des différentes propositions, des services. Je vois sur le site justement, il y a 2 façons, tu as deux grandes catégories, charpente, menuiserie. Exact. Ok. Avec le développement de la charpente, qui est des offres qui sont plus grandes, tu me suis, qui sont plus coûteuses. Donc voilà. Et par le fait du développement de l'entreprise dans la partie menuiserie, on arrive sur des projets plus gros. Et bien voilà, le chiffre d'affaires moyen a changé. Le chiffre d'affaires des affaires. Maintenant, du coup, par rapport à ça, je pense qu'il faut avoir 2 visions bien distinctes. Tu as la charpente, tu as la menuiserie. Si tu devais… Pas les mélanger dans cette vision. Pas les mélanger, tu vois, et créer aussi 2 pipes complètement différents, des offres irrésistibles des 2 côtés, des délais de conversion des 2 côtés, des systèmes de financement des 2 côtés, complètement différents, tu vois.
Comment tu… Système de financement? Qu'est-ce qu'on entend par système de financement? Au niveau, tu vois, de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, avec la facturage, le factoring, avec les délais, parce que tu auras une approche différente, ne serait-ce que, tu l'as dit, avec des architectes ou quand il y a des intermédiaires, que si c'est avec un client privé ou qu'il y a différentes variables. Donc, l'idée, c'est qu'on travaille l'offre qui va définir le positionnement également. Et de là, après l'acquisition, comment on va faire en sorte d'appuyer sur les bons leviers pour générer de l'acquisition. Donc là, déjà, on voit qu'il y a du SEA qu'on peut actionner facilement, Google Ads, qu'on a évoqué rapidement. Et puis là, effectivement, dans le cadre d'un appel, ça peut être actionné. Voilà. On a le CRM qu'on n'avait pas et qu'on va déployer. Exact. Qui nous permet d'avoir de la visibilité sur le type de leads qui sont présents dans la base, anciennement, historiquement, mais aussi à venir et pas que les projets ouverts. Donc de pouvoir les travailler au corps, faire du lead scoring, etc. Tu auras même de la recommandation naturelle qui va de plus en plus se faire parce que si tu leur envoies du contenu, de la valeur, que tu leur montres tes travaux, tu es top of mind. Donc dès lors qu'ils entendent quelqu'un, ah j'aurais besoin d'un menuisier, de ci, de ça, charpente, bam, tout de suite on pense à Frashboo. Donc ça c'est hyper important que tu le mettes en place. Et puis il y a les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, bon, tu as mis en place 2-3 trucs. Avec de l'IA, ça va pouvoir être amplifié, facilité. Pour autant, là où tu peux vraiment faire beaucoup plus, c'est avec un vrai système d'acquisition, de la publicité, donc Google Ads à terme ou Meta. Mais pour ça, il faut maîtriser parfaitement positionnement, offre et avatar client idéal. Tu vois, si tu n'as pas ça, et que tu sois en B2B ou en B2C, ce n'est pas grave. On peut les deux les acquérir grâce au digital. Je pense que d'autant plus que tu veux augmenter la partie B2C privée, restons sur cet avatar-là au niveau de l'acquisition pour cette partie menuiserie, sachant que ce qu'on recherche, encore une fois, ce n'est pas tout de suite de la croissance, c'est de la rentabilité. Donc on ne va pas chercher à augmenter le levier ou le robinet de ça parce que ça risque de nous faire plonger encore plus profond dans le trou tant qu'on n'a pas résolu la problématique qu'on a évoquée tout à l'heure. Oui. Donc pour moi, déjà toute la partie SEA, donc Google Ads, avec ton site notamment, ça permet de faire l'acquisition du B2C. C'est suffisant. Tu vois, si c'est bien ciblé sur les bons mots, les bonnes requêtes, short trend, long trend également, tu vois, que ce soit, je dis une bêtise, un agencement de cuisine, une table, un salon, des trucs spécifiques que tu as pu voir basés sur de la data. Tu as énormément de data sur tous tes projets, sur tous tes dossiers dans ton ERP. Sors cette data et puis surtout, si tu demandes à ta secrétaire de te dire ce qu'elle voit dans la data, il ne faut surtout pas qu'elle consulte la data. Il faut qu'elle consulte son James ou son GPT qui consulte la data et voir les insights qui vont en ressortir. Et c'est là qu'elle va voir la puissance de l'usage du truc. Parce que si aujourd'hui tu lui dis sors tout le RP, analyse tous les clients et trouve-moi des patterns de similitude, selon la taille de l'ERP, ça va lui prendre entre 3 heures et 3 semaines. Peu importe 3 heures ou 3 semaines, ChatGPT ou James, ça va lui prendre 45 secondes maximum. Allez, 3 minutes si on fait plusieurs requêtes, tu vois, pour une qualité meilleure et un taux d'erreur proche de 0%. D'où la puissance de l'usage de l'intelligence artificielle, encore une fois, et les process qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc ça, c'est la première des étapes. Une fois que tu as de la clarté sur ces patterns qui se répliquent en termes de type de projet, en termes de taille de projet, en termes de prix aussi, et de rentabilité idéalement, tu sauras vers lesquels aller chercher. Pourquoi je te parle de patterns de prix et de rentabilité? Parce que quand tu fais de l'acquisition de trafic payant, le plus important, c'est ton CPA, ton coût par acquisition. Donc combien je suis prêt à poser sur la table pour acquérir un client comme ça? Donc effectivement, un client qui va dépenser à peine 2500 francs sur une rentabilité de 400 francs, tu n'as pas envie de dépenser 600 pour l'acquérir, tu perds de l'argent. Un client où tu vas peut-être dépenser 800 francs mais qu'il en dépense 9000 chez toi et que c'est un client pas chiant avec un joli projet, là tu es content. Donc c'est pour ça que ça va te sortir toute cette data grâce à ton ERP. C'est les 3 variables que tu vas aller rechercher. Donc type de projet, prix moyen et rentabilité du projet. Une fois que tu as ça, tu peux actionner des pubs Google Ads sur base directe de quand on tape un nom en short trend, ton nom, quelque chose, différentes promesses, des images et c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire de vidéos, il n'y a pas besoin de faire de trucs trop complexes. Des photos, tu en as quelques-unes si besoin, c'est suffisant. Et puis tu les envoies vers ton site qui est pas trop mal.
qui n'est pas du tout optimisé pour la conversion, hein, qu'on se le dise, mais au moins il présente bien, c'est cool, il fait le taf. Juste, tu mets un peu plus en évidence ton truc, là, un projet, tu fais revoir la promesse avec ChatGPT et ça suffira. Soit ça, soit tu crées une landing page dédiée. Mais on ne va pas trop se prendre la tête, mettons pas de ressources là-dedans, c'est good. Pour moi, ça, plus ton CRM que tu vas développer avec ton commercial, plus ton historique, tes recommandations, plus tous les projets que tu as déjà, plus toutes les actions que tu vas mettre en place sur les réseaux que tu as commencé à faire, selon la stratégie que tu vas faire et que tu vas faire challenger par tes assistantes, par des GPTs qui vont être surentraînés et ça va être génial. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ton acquisition client B2C sur le reste de l'année 2026. Ok. Non, pas besoin. Parce que tout le reste suit et le but c'est de consolider. Et si à la fin de l'année, on va chercher en 2026 4 millions, 5 millions de chiffre d'affaires, mais avec de la vraie rentabilité, avec une trésor positive et avec plus de sérénité pour toi, je suis trop heureux. Et ce sera plus de sérénité pour nous aussi. On sera content d'avoir des clients qui sont sereins. Et pour moi, et pour moi aussi, pour nous aussi, effectivement. Donc tu vois, mais c'est hyper important. Ensuite, pour la partie B2B, c'est essentiellement du réseau. C'est essentiellement du réseau, les archis. Exact. Donc du coup, à toi de sortir de l'opérationnel à certains égards davantage, encore plus qu'aujourd'hui, regagner, je dirais, allez, 20% de ton temps. Ton but, c'est d'aller gagner 20% à 25% de ton temps d'ici les 3 prochains mois pour pouvoir investir 100% de ce temps-là dans des actions pour développer ton réseau avec des architectes ou te faire recommander par des architectes ou rentrer dans des bases de données d'architectes, gagner des appels d'offres, être bien positionné, etc. Créer des liens avec des régies spécifiques stratégiques ou consolider des liens avec des régies existantes dans ta base de données. Toutes ces choses-là pour faire en sorte qu'encore une fois, tu sois top of mind et qu'à chaque fois qu'on doit rénover une charpente ou faire quelque chose de particulier, boum, on pense à FrashBoo. Et justement, moi j'aimerais te proposer une solution sur cette partie connexion avec les architectes. Tu me parlais de potentiellement 600 architectes sur ta région, non moins. C'est quoi le nombre que tu avais évalué en début de consulting? Non, il y a plus de 800 bureaux d'architectes à Genève. Donc plus de 800 bureaux d'architectes. Sur ces 800, tout le monde ne fait pas forcément appel à tes prestations. Certains… Pas encore. Certains ne connaissent même pas. Quand je dis pas à tes prestations, mais au type de prestation. En fait, tous les cabinets d'architectes font appel à un moment ou à un autre à ce type de prestation que toi tu proposes. Oui. De toute façon, forcément. Donc tu as 800 suspects. Exact. Ils ne sont pas encore prospects, ils sont suspects. Donc tu te dis, ok, j'ai 800 prospects potentiels qui pourraient être mes clients, juste sur le bassin genevois, sur cette région-là. On dit bassin genevois, ça se dit? Ouais. Ok, juste sur le bassin genevois. Ces 800-là, ton obsession, ça doit être juste qu'ils entendent parler de toi plusieurs fois dans l'année. Qu'ils entendent parler de toi, pas forcément par la communication réseaux sociaux, pas par la création de contenu, mais par une prise de contact confidentielle et directe. À partir du moment où ils prennent connaissance qu'une entreprise comme la tienne existe, ça augmente drastiquement les chances qu'ils puissent faire appel à toi. Et la question que je me suis posée tout à l'heure pendant qu'on échangeait, c'est comment tu peux arriver à rentrer dans leur esprit et à te positionner comme leur sauveur, comme le sous-traitant idéal, comme l'expert idéal dans ta thématique à toi. Et tout ce que tu as dit tout à l'heure sur l'avatar, les désirs, les douleurs, les astuces que tu as données Alec sur les bénéfices, etc., sur la partie B2C, c'est applicable en fait à du B2B et à ses architectes. Donc en fait, ma proposition c'est la suivante, c'est passer un peu de temps, peut-être 1 heure, à réfléchir sur les désirs, les douleurs, les peurs, les bonnes pratiques qu'ils aimeraient voir chez tous les artisans, chez toutes les boîtes, et se dire, si je me positionnais dans leur esprit en tant qu'expert spécialisé dans la charpente et projets complexes en milieu urbain genevois, donc dans leur esprit, je suis l'élu, tu vois, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce qu'ils doivent lire sur une page, qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme mots, comme valeur, comme bénéfice, comme argument, non pas argument de vente, mais argument peut-être de qualité, de rapidité, de process, de connaissance, d'expertise, de façon de travailler. Combien d'études de cas ils aimeraient voir? Donc peut-être mettre quelques études de cas. Est-ce que tu as des témoignages peut-être, les mettre ou des références? Donc ça, c'est une landing page pour moi. Une landing page? Une landing page. Elle n'est pas référencée. Alors si en SEO, mais on ne met pas de publicité dessus, on ne fait rien. C'est juste une landing page à laquelle on ne peut pas accéder en naviguant sur ton site, mais à laquelle en fait tu peux donner en lien direct.
À partir du moment où cette landing page existe, en plus toi tu présentes hyper bien, tu as une super élocution, tu as une top chemise sur mesure, tu peux te mettre en vidéo très carré et expliquer en fait, bien sûr avec une trame, un script ou une vidéo un peu, pas montée mais juste cutée pour que tu puisses dire 30 secondes, puis 30 secondes, puis 30 secondes et faire une belle vidéo peut-être de 1 minute 30 ou de 2 minutes et expliquer en fait le pourquoi aujourd'hui il gagnerait à faire appel à toi. Cette landing page, une fois qu'elle est sexy, temps de réalisation maximum un jour, en sachant que tu vas tourner ta vidéo, ça va te prendre peut-être 5 minutes, tu vas l'écrire en 30 minutes et tu vas réfléchir 2 heures au total pour la globalité. Tu as cette landing et ton job ensuite, une fois que tu l'as, c'est de l'envoyer aux 800, sans en oublier un seul, 800 architectes de Genève. Okay. Par mail, par LinkedIn, par message direct peut-être, peu importe les moyens de contact que tu privilégies, c'est de l'envoyer et t'assurer en fait que tout le monde l'a reçu. Ok, donc faire à l'ancienne, aller taper aux portes des bureaux d'architectes? Par email. Pourquoi tu veux taper à leur porte? Symboliquement, tu disais, ou aller vraiment physiquement? Aller physiquement, non, aller physiquement. Oh. Mais ils n'ont pas le temps. Moi, j'aimerais pas que tu viennes taper à ma porte pour me déranger dans mon travail. Ok. Puis il y en a 800 quoi. Si tu en fais 2 par jour, il te faut 2 ans. Non, mais ok, oui. Ok, parce que ma façon de faire actuelle, c'est d'aller toquer aux portes. C'est très bien. Mais j'approuve ta solution, c'est-à-dire que c'est léger pour eux au niveau temps. Ils lisent un mail, ils consultent une page et il y a une vidéo à regarder. Donc il y a de l'auditif, il y a du visuel, il y a des éléments qu'ils peuvent lire, ils peuvent se projeter dans des bénéfices. C'est simple, léger, percutant. C'est simple, léger, percutant pour eux. Et pour moi, c'est une top solution. Bien sûr, avec un appel à l'action. Ça, c'est vraiment le minimum syndical qui te permet d'avoir un énorme effet de levier là-dessus sur la partie B2B. L'étape d'après, et qui est optimale et que je te recommande, c'est que peut-être chaque mois, tu puisses leur envoyer tes études de cas, nos réalisations, ce qu'ils en ont pensé, et juste rester top of mind tout le temps. Tu les sollicites pas, tu leur vends rien du tout, mais tu crées une relation avec eux où tu te positionnes comme l'expert et qui démontre en fait que tous les mois, tu as des réalisations et des études de cas. Et tu ciblerais qui? Tu ciblerais tous les architectes genevois. Mais tu enverrais ta cible dans le bureau d'architecte, tu cibles le responsable du bureau d'architecte? Ou tu cibles les chefs de projet? Alors, si tu ou t'envoies au secrétariat puis tu leur demandes de dispatcher? Non, pas au secrétariat. Ça marche pas. Si tu as l'adresse et que tu la trouves grâce à ça, Apollo, typiquement. Tu vas sur cet outil qui marche très très bien. Il y a une version payante, il y a une version gratuite. Et ça va t'extraire la data, par exemple, de LinkedIn et d'autres endroits. Donc, tu vas juste cibler les mecs, les boîtes, tac, tac, tac. Tu peux demander à tes assistantes, elles vont le faire pour toi. Et puis ensuite, elles vont avoir un tableau, une base de données avec leur prénom, leur nom, leur adresse, le nom de boîte, machin. Boum, tu as le premier email. Ensuite, l'email avec des champs personnalisés, tu le mets dans un truc de newsletter, comme évoqué, pour rester top of mind avec des éléments. Et puis, par boîte d'archi, par exemple, tu as le directeur et les différents chefs de projet. Et voilà. Et ils reçoivent un mail. Tu vois. Donc, ça peut être une solution avec Apollo. Donc là, tu nourris ton CRM grâce à ça? Oui, mais c'est un CRM quand même différent de ton CRM à toi avec tes prospects qualifiés. Là, c'est vraiment de l'outbound du marketing de masse. Hein. Ils viennent vraiment dans ton CRM quand, boum, ils t'ont sollicité, ils ont répondu à un email, boum, tu crées une nouvelle fiche. Ok, donc tu peux envoyer via cet Apollo? Via Apollo, je crois que tu peux envoyer, ouais. Tu peux aussi le faire, tu peux connecter ton LinkedIn et envoyer sur LinkedIn si tu veux. Donc il y a pas mal de choses. Mais il y a une solution un petit peu plus pirate à laquelle je pensais, parce que je trouvais la solution d'Anis très bonne, mais il y a une solution un peu plus pirate. En gros, tu es 800 architectes. Tu m'as dit tout à l'heure que un particulier, quand il veut changer sa charpente, il doit passer par un archi. Normal, que ce soit pas improvisé. Tu vas pas avec ton téléphone envoyer une photo à ChatGPT et dire deviens un architecte, aide-moi à faire la charpente pour bosser avec FrashBoo. Du coup, tu pourrais très bien monter une petite armée de 10 gars qui vont avoir une liste des 800 ou des 500 boîtes d'archi à Genève. Tu leur payes un bon resto à tous, 2-3 fois dans l'année, c'est tes potes, ils sont tous contents. Et eux, ils s'engagent à appeler au moins une fois dans l'année chacun des 500 mecs. Ça va être des calls de 20 secondes. Hein. Bonjour, j'aimerais changer ma charpente. J'aurais besoin de 3 informations. Tac, tac, ok, oui, machin. Comment ça se passe? Quel est votre process? Ok. Et est-ce que vous travaillez avec telle entreprise?
parce que mon voisin a fait sa charpente avec eux et ils étaient super satisfaits. Ah non, on ne connaît pas cette entreprise Frashboo, on ne connaît pas. Navré, on ne travaille pas avec eux. Ah ok, merci pour l'info, excellente journée, je reviendrai vers vous si besoin, etc. Raccroché. Elle est plus rentable parce que déjà elle est gratuite, elle est simple, peu de gens y pensent. Cette stratégie d'appeler ces 800 personnes, alors que ce soit par le biais d'un stagiaire comme Anis nous recommande ou d'un prestataire, peu importe, ou par ma stratégie un petit peu plus pirate. Pourquoi c'est une des plus rentables? Parce que déjà, peu de gens y pensent. Elle est gratuite ou quasiment gratuite, très simple à actionner, aucune barrière à l'entrée. C'est juste un peu d'huile de coude, un script éventuellement et encore, et une vraie volonté de mettre en place les choses. Donc finalement, celui ou celle qui a réellement l'envie d'aller chercher du résultat et de contacter ces gens peut le faire. Ok, 500 fois. j'aime bien cette solution pirate. Et tu vois? Et du coup, Alors, alors attention, ça te fait monter en notoriété dans leur, dans leur tête. Ah ouais, parce qu'ils perdent un deal, parce qu'ils bossent pas avec Frashboo. Ok. Alors il faut attention, hein, il faut pas que tes 10, 20, 30 gaillards, ils appellent tous le même mec le même jour. Non, bah Il faut non. que ce soit intelligent, qu'il y ait un plan. C'est pirate. Tu te fais avoir si tu le fais mal. Hein. Mhm. Tout de Ouais, suite, non, ça va être faut faire cramé. comme il faut. Ouais. Mais imagine, moi je suis architecte, j'ai envie d'avoir des clients, j'ai envie de faire plein de charpentes, j'ai envie. Et là, on me dit, bah, tu bosses pas avec Frashboo, mon voisin a fait avec Frashboo, c'était vraiment super et tout, ok. Certains vont rester un peu plus longtemps au téléphone, d'autres ils vont parler de la pluie et du beau temps, d'autres machin, truc, d'autres ils vont pas dire que Frashboo, ils vont dire Frashboo, nanana. Mais à chaque fois, Frashboo, 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 Frashboo. Ça te coûte rien du tout, à part quelques restos avec des potes. Tu en prends 5, 6, même pas 10 ou 20, peu importe. Tu leur fais la liste des top targets. Et puis en même temps, d'ici quelques semaines, ils reçoivent un mail, ils reçoivent un truc. Mais vu qu'ils ont entendu parler de Frashboo en amont au téléphone à chaque fois, quand ils reçoivent le mail, ils vont y répondre. Ou en tout cas, ils vont cliquer. Ou en tout cas, ils vont se dire, j'ai déjà entendu parler de ce truc. Il y aura un intérêt. Il y aura un intérêt, beaucoup plus. Et là, tu augmentes de 30, 40, 50, 70% ou 80%, peu importe, le taux d'ouverture, le taux de clic de la page en question. Donc, tu as 4-5 potes, tu leur fais une bonne bouffe à la maison, au resto ou peu importe. En plus, c'est la période des fêtes, donc c'est une bonne occasion. Et puis, tu leur dis, les gars, il y a un fou qui m'a partagé une stratégie. Est-ce que vous pourriez faire sur l'année 2026, allez, 50 calls de 2 minutes pour moi. Il n'y aura même pas besoin de donner vos coordonnées. J'ai juste besoin, 50 calls d'un numéro suisse dans la région de Genève qui paraît réel. Et ils sont réels, ils habitent là à Genève ou dans la région, c'est des vrais mecs, ils savent parler, mec ou nana, hein, peu importe. Ils vont pas te dire non. Mettez top of mind de 5 x 50, 250 archi. Version pirate, moins pirate, plus suisse, mais qui te permet, qui est possible aussi sans aller déjeuner au resto et sans peut-être, si tu n'arrives pas à avoir ces copains-là, tu prends l'équivalent de l'auto-entrepreneur en Suisse, quelqu'un sur Genève. L'auto-entrepreneur des prestataires, un freelance, une assistante en ligne, quelque chose comme ça, ou des gens. On appelle ça un indépendant en Suisse. Un indépendant en Suisse. Et tu mets simplement une annonce, besoin de personnes pour faire des appels sortants, pour faire une enquête. Et en fait, en moyenne, une personne qui fait du phoning comme ça peut aller chercher facilement, mais vraiment très facilement, 100 appels jour de 2 minutes, juste pour tester parce qu'il y aura des gens qui ne répondront pas, elle devra peut-être laisser des messages, etc. Et en fait, tu les payes à la journée. Et en une semaine, c'est plié. Si c'est la même personne, l'idéal, effectivement, c'est que ce soit peut-être 2 ou 3 personnes qui aient chacun des fichiers à appeler différents. Et l'approche peut être également, pour éviter peut-être d'être gêné ou de te cramer parce qu'elle dirait quelque chose qui ne convienne pas, ils fournissent un script. Et leur objectif, c'est simplement de dire, écoutez, on est en train de faire une étude pour un de nos plus gros clients qui est en citant ton entreprise. On voulait simplement voir si c'était l'entreprise que vous connaissiez et avec laquelle vous avez déjà travaillé. On est en train de faire une étude d'impact. Tu trouves un prétexte. L'objectif, c'est qu'ils disent, mais c'est qui cette boîte que je ne connais pas qui est en train de réaliser une étude. Donc ça peut tente les deux. Et le monde idéal, c'est de tenter les deux. Ouais. On va dire, attends, mais c'est qui, c'est fou. Avec un intervalle. Oui, il faut Il pas. se passe quand même quelques jours, quelques semaines. Oui, quelques semaines, même un mois. Bon, enfin. La moyenne basée sur beaucoup de data, hein. PME, menuiserie, charpente, ébéniste dans le canton de Genève,
c'est entre 180 000 et 240 000 francs par an, par employé. Si tu es en mode optimisé, process, industrialisé, c'est vers ce quoi on s'oriente. En plus, IA, donc là, il n'y a pas forcément le recul nécessaire. On est entre 220 000 et 280 000 francs. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est te donner un objectif à 250 000 minimum. Pourquoi pas même 300 000 francs. Entre 250 et 300 000. Parce qu'il n'a pas intégré l'IA, il n'a pas intégré le fait que le mec il est accompagné par entrepreneurs.com. Tu vois, il n'y a pas encore ça dans les bases de données globales. Du coup, il faut que tu aies cette data-là. Target 250 000, 260, 270, 270. Comme ça, au moins, on est good et ça va répondre aussi à tes problématiques de rentabilité. Et donc, 20 mecs fois 250, c'est 5 millions. Donc, tu as déjà de la marge. Mais on est dans les normes là, on est dans les normes. Maintenant l'idée c'est d'implémenter tout ça, donc on va passer, vraiment c'est artisanal, tu es entre 160 et 200 000, structuré, tu es entre 180 et 240 et agencement haut de gamme, plus industrialisé avec des process vraiment très carrés, 220, 280. Ok. Tu vois là pour moi, tu es encore entre le structuré et l'industrialisé par rapport à tes chiffres actuels et le nombre de collaborateurs. On va aller chercher le côté industrialisé, haut de gamme, agencement, etc. Et on ajoute le parti process, AI, automation pour faire en sorte d'aller chercher encore plus de résultats. Et là, ça te permettra d'avoir vraiment une croissance saine, sereine. Et oui, tu feras des beaux chiffres en 2026. Mais moi, surtout, ce que je veux, c'est que tu encaisses et que tu sois réellement rentable. Pas uniquement sur Google Sheets, mais sur ton bilan à la fin de l'année, tu vois, dans ton compte en banque. Tu as un résultat net qui soit le plus élevé possible et un compte courant qui soit vraiment très très haut. Ouais. Tu sais qu'un des effets de levier qui va faire que la valeur ajoutée moyenne par employé va être bien au-delà des 200 000, peut-être même taper les 300 000, c'est aussi la qualité des chantiers que tu ramènes. Parce qu'à effort équivalent, un gars qui passe un jour sur le terrain à poser quelque chose qui vaut 1, mais il pourrait passer un jour sur le terrain à poser quelque chose qui vaut 10. En fait, tu n'as pas changé son niveau de productivité, tu n'as pas changé d'employé, ni sa seniorité, ni son expertise, mais tu l'as juste ramené des chantiers de bien meilleure qualité. Donc, c'est aussi à toi d'être stratège sur le choix, la sélection des chantiers, d'où le fait de se dire pourquoi je me priverais de potentiels chiffres d'affaires, de potentielles communications, de potentielles actions qui me ramèneraient des gens qui sont intéressés, parce qu'au pire, ça me permet de faire un bien meilleur tri, d'aller chercher des marges encore beaucoup plus élevées et d'augmenter la valeur moyenne par employé. C'est totalement en ligne sur de mon développement dans l'entreprise d'amener cette partie haut de gamme. 100%. Donc Samuel Voignard, j'ai une entreprise qui s'appelle Frashbou Atelier. Donc on fait agencement, menuiserie et charpente, active depuis 2021, entreprise que j'ai repris en 2021. Alors mon enjeu principal avant d'arriver au consulting, c'est surtout la partie financière de l'entreprise pour gérer les flux de trésorerie de manière plus sereine, parce qu'aujourd'hui c'est pas du tout serein. Et c'est un point très important pour moi. Alec a été franc sur le fait que je dois devenir un dirigeant d'entreprise et non plus un menuisier. Ce que je suis aujourd'hui, c'est un dirigeant d'entreprise et surtout un expert financier. Aujourd'hui, mon niveau de facturation qui est encore ouvert, qui n'est pas encore soldé, est arrivé tout simplement par une mauvaise gestion, une peur, une crainte de ma part. Déjà, j'ai remplacé mes collaborateurs, mais j'ai surtout mieux les driver. Donc onboarding, OKR, KPI, histoire de bien gérer leur progression, mesurer leur rentabilité, leur évolution dans l'entreprise. En fait, je ne vois pas trop d'autres solutions qui me permettraient d'avancer aussi rapidement. Donc c'est quelque chose sur lequel je suis à l'aise, tout simplement pour pouvoir avancer rapidement sur cette problématique. Alors, comment tu vas? C'était début d'année compliqué. C'est-à-dire, j'ai licencié un gars en fin d'année, donc j'ai dû redresser un peu la barre. Il m'a fait beaucoup de chenilles. Ok. Donc là, ce début d'année très compliqué là-dessus. C'est pour ça que c'était autant au niveau financier que opérationnel, c'était hyper compliqué. Mais là, j'ai redressé la barre. Là, c'est cool. Ça se rétablit.
Donc c'est pour ça aussi que je vous ai demandé si on pouvait repousser un peu tout ça pour que je me sente déjà moi mieux, parce que là j'étais vraiment pas bien. Et qu'est-ce que tu as mis en place? Justement, ça avait quand même un sujet d'impayé aussi, en tout cas de beaucoup de cash dehors, pas mal de petits sujets comme ça aussi. Alors effectivement avec les effectifs, mais bon, je pense que ça concernait essentiellement cette personne et le reste, tu l'as sûrement identifié. Mais Oui. qu'est-ce que tu as mis en place pour progressivement redresser la barre dans le bon sens? Eh ben, déjà, conditions générales que je n'avais pas, tout simplement, avec du coup des acomptes plus agressifs, si on dit ça comme ça, et plus conséquents. Déjà pour améliorer ça. Et puis le suivi des collaborateurs, j'ai vraiment coaché à fond les collaborateurs pour que mes techniciens ils facturent beaucoup plus vite que ce qu'ils facturent. Et aujourd'hui, il arrive même que des fois on fait la facture alors que le travail, on le finit le jour même, tu vois. Donc voilà, alors qu'avant c'était genre 2 mois après, voilà. Ça, on a bien amélioré ça, donc ça se rétablit. Et on travaille plus sur tout ce qui est rappel. J'ai formé ma secrétaire sur tout ce qui est rappel, être plus agressive là-dessus. C'était moi qui faisais tout, mais vu que, à force de tout faire, je n'arrivais plus à tout faire. Ouais, bien sûr. Donc voilà, donc déléguer les tâches importantes, qu'elles soient faites de manière régulière, avec des mises en place de calendrier pour les collaborateurs. Tel jour, ils s'occupent de ça, tel jour, ils s'occupent de ça. Et un autre point, c'est au niveau de la gestion de tes équipes, la gestion de tes effectifs. Typiquement, tu vois, la problématique que tu évoques ici, c'est clairement un problème de process. Oui. Mais dans certains cas, tu vois, l'humain quand même doit avoir la lucidité de se dire, bon, il faut que je protège les intérêts de l'entreprise, pour pas que j'envoie une facture à 2 mois, machin. Comment tu as géré cette communication avec ton collaborateur? Est-ce que c'est comme ça, tant pis, et puis je corrige le process, et puis je prends ma responsabilité en tant que dirigeant, j'aurais dû le vérifier, j'aurais dû le mettre en place, à partir de maintenant, on le fait comme ça? Ou tu as une vraie discussion aussi pour qu'il puisse prendre conscience de la problématique, prendre un petit peu plus en ownership, en leadership et en hauteur les concernant, et ainsi être plus proactif en cas d'erreur qu'ils pourraient voir parce qu'ils sont sur le terrain au quotidien, que toi tu ne verrais pas ou trop tard parce que tu pilotes différemment la boîte, tu vois? Ouais, alors du coup, j'ai travaillé comme voilà, tout ce que entrepreneur m'a appris à faire, hein. J'ai travaillé mes valeurs, j'ai bien déterminé mes valeurs, j'ai déterminé ma vision et j'ai transmis ça à mes collaborateurs, c'est-à-dire à mon collège de techniciens, je dirais ça comme ça. Et les secrétaires, donc mes 2 secrétaires, mes 3 techniciens menuisiers, mon calculateur menuisier et mon technicien charpentier. Donc toi, ça fait 6-7 et là, j'ai vu tout de suite assez rapidement un bénéfice à ça, pardon. Après, disons, il faut aussi le renouveler, hein. J'ai fait ça début d'année, là, en janvier, quand je me suis pris cette claque financière. Il y a beaucoup d'argent dehors. J'ai regroupé les équipes et je leur ai mis vraiment, comment dire ça? Je les ai mis au courant de l'affaire. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. Je l'aurais pas caché, je les ai vraiment mis au courant, sans forcément parler des chiffres, mais en parlant de la situation et en leur demandant, voilà, une implication de leur part et j'ai trouvé des gars super investis. Ouais. Et en fait, en transmettant tout ça, on trouve des gars super investis. Et ça, c'était dynamisant, vraiment. Ouais, les gens savent pourquoi ils se lèvent. Il y a un combat commun, tu vois, qu'on doit mener en équipe pour pouvoir avancer avec un objectif clair. Et tu vois, la leçon, c'est ça, c'est ton focus doit être de faire en sorte d'offrir de la clarté à tes équipes, de déterminer des objectifs cadrés, clairs, avec des deadlines posés, des chiffres, et t'assurer qu'ils disposent des ressources pour pouvoir mener à bien ces tâches et ces objectifs. Et ainsi, après, ils peuvent partir en combat, tu vois, et te faire des reports sur des choses que tu leur demandes d'identifier spécifiquement, parce que toi, tu n'as pas forcément aussi la vue sur tout, vu que tu es moins opérationnel. Et ça, c'est vraiment capital. Surtout dans un métier artisanal où, voilà, on est à l'atelier, on est sur le terrain, on est sur le chantier, on est machin. Et du coup, Faut réagir. Faut réagir, exactement. Et puis, tu vas pas prendre le réflexe de dire, OK, là, j'ai fait face à un challenge, à une erreur. Attends, je le note, j'en parle, machin. C'est plus, la prochaine fois, je saurai comment faire, tu vois. Mais ça concerne le gars en question, pas les 28 autres. Donc, c'est hyper important de bien gérer ça. Et aujourd'hui, c'est quoi tes challenges là? Donc, tu as géré aussi le challenge finance avec ces deux leviers, donc récupération des impayés et retrouver aussi du cash et de l'oxygène sur les semaines et les mois à venir, c'est très bien et c'est plutôt prometteur pour la suite. C'est quoi tes autres challenges actuellement?
Tous les nouveaux collaborateurs, je les ai bien, si tu veux, onboardés et j'ai bien appliqué les méthodes de base, disons, mais que vous m'avez appris à faire. Et ça a vraiment bien aidé, vraiment mis de la puissance aux personnes qui commençaient dès le début. Ça, c'est vraiment génial. Mais par contre, ceux qui sont déjà là depuis un moment, j'ai pas encore eu le temps de bien faire le cahier des charges sur le camp avec eux, créer un cahier des charges pour pouvoir mettre des OKR derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc eux, c'est un petit peu à la vague, mais toi, c'est un petit peu vague. C'est encore en cours. Disons que je n'ai pas encore terminé cette partie-là. J'aimerais terminer cette partie-là et améliorer tous les process de l'entreprise, c'est-à-dire retravailler l'organisation globale. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai travaillé les process d'une personne, de l'autre. Actuellement, comment ça se passe? Et maintenant, je veux faire un pas en arrière et puis vraiment visualiser l'ensemble et travailler là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Parce Ouais, que ouais, tout à fait. il y a des Tout à moments, fait. je pense que ça se marche dessus. Le fait d'avoir fait ce job-là maintenant, je me rends compte qu'il y a des choses où ça se marche dessus, où il y a plusieurs personnes qui ont potentiellement la responsabilité et il vaudrait mieux que ça soit cadré et que chacun ait son rôle Bien bien sûr. cadré. Il faut Donc voilà, qu'ils ça aient c'est mon un prochain titre, challenge. un titre, un rôle, différents ownership, donc responsabilité, et des indicateurs clés de performance pour chaque responsabilité, tu vois. Ça, c'est la règle de base. Aujourd'hui, tu es dans une organisation, tu vois, vous n'êtes pas non plus 100 personnes, donc Mm. tu peux très bien te poser un moment sur Claude ou n'importe quoi, et juste en discutant, tu vois, des messages vocaux, tac, tac, en expliquant vraiment ton organigramme, ton truc, ton machin, et tu lui dis, Mhm. OK, j'ai vraiment envie d'avoir une organisation claire. Aujourd'hui, entre des nouveaux arrivants et des anciens, il y a un sujet aussi sur la culture. C'est facile d'inculquer de nouveaux process, de nouvelles méthodes à quelqu'un qui arrive, page blanche, mais c'est Mm. plus compliqué de réussir à ajouter Exact. et à faire adopter des choses à quelqu'un qui est là depuis X années, etc., qui a pris ses habitudes. Donc c'est important. Donc déjà, donne-moi des clés concrètes pour pouvoir faire cette transition progressive sans les démotiver et au contraire en amplifiant leur attachement à la marque et à l'entreprise. Ok, ok. Un objectif là. Ouais, ouais, bah ouais, c'est hyper important. Et ça va Ouais. tout changer parce que les gens, regarde, tu l'as dit toi-même, hein, dès qu'ils avaient un objectif clair et qu'ils savaient pourquoi ils faisaient les choses, tout de suite, tu es plus performant. Ça Parce percute. Ouais. que tu vas pas au boulot, puis tu fais un peu le train-train quotidien, les tâches. Tu vas au boulot pour exécuter une mission. Mm. Et tu sais pourquoi tu y vas. Et est-ce que par rapport à tout ce qu'on s'est partagé, tout ce qu'on s'est dit, c'est clair pour toi ou tu as une ou deux questions que tu voulais m'adresser? Non, c'est hyper clair, c'est hyper clair. Moi, je voyais un autre objectif aussi, c'est trouver des relations de clientèle D'accord. fiables, c'est-à-dire avec de la récurrence. Tu vois ce que je veux dire? Avec des entreprises sur qui c'est mon job aussi. Là, je me suis inscrit à 2-3 réseaux où D'accord. je vais un petit peu réseauter, tu vois. Ouais. Le but, c'est de trouver des partenaires fiables avec qui on peut construire un avenir Ouais. et mettre de la récurrence dans les choses. Puisque là, moi, c'est pas ce qui me fatigue, mais c'est ce qui fatigue un peu l'entreprise. Ouais. C'est qu'à chaque fois, on recommence avec d'autres clients, d'autres gros clients, tu vois, et tu recommences et du coup, le temps de reprendre confiance, comment savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent. Tout ça, c'est lourd. Et par Ouais. contre, si tu as des partenaires de travail, et je recherche justement à faire des partenariats avec des grosses entreprises, genre Implenia ou genre, tu vois ce que je veux dire? Eux qui Hmm. brassent, puis qu'on des fois des projets qui vont se faire dans 2-3 ans, ils les ont déjà dans le pipeline, tu vois? Tu as une Ouais. vision. Ça, tu as une vision de la charge. Ouais. Donc, Ouais, clairement, c'est un bon point. Alors, partenaire, tu vas en trouver plein. Fiable, tu vas en trouver moins. Du coup, mon conseil principal, c'est le volume, tout en cherchant quand même la qualité, et ta capacité le plus rapidement possible à filtrer les gens avec lesquels tu vas initier des discussions. Parce que, tu Pas vois, perdre de des temps. fois, ça peut. Ouais, tu vas perdre du temps, quoi. Perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre même peut-être de l'argent. Et pas hésiter aussi, pour te faire gagner du temps, parfois à passer par des intermédiaires. C'est-à-dire que prenons le cas de celui que tu as cité. Mhm. Peut-être que ça va être difficile pour toi de réussir à le catcher en direct et à le choper en direct et à le closer en direct, mais Exact. que ça va être plus simple de réussir à avoir un partenaire qui l'a déjà, ou un intermédiaire qui l'a déjà, ou un gros client à eux avec lequel tu pourrais plus facilement intégrer et qui te ferait la passe et l'intégration progressive ou directe derrière, moyennant peut-être une commission ou moyennant peut-être un avantage quel qu'il soit. Mais en tout cas, réfléchis aussi à ce modèle parce que
Sinon, Ouais, c'est c'est des un axe. cycles tellement longs, tu vois. C'est des cycles Mm. tellement longs c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Mm, 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 mm. Bah, d'où aussi, bah, tu sais, je suis rentré au BNI, je sais pas si tu connais le BNI, mais le Ouais, BNI, ouais, ça te donne accès à plein d'entreprises et plein de personas différents. C'est hyper ouais. intéressant. Euh, dont une partie que je n'imaginais même pas. C'est tu sais, j'aimerais, là, le propriétaire du bâtiment va mettre en vente le bâtiment là où je suis. Ok. Et du coup, ben, je suis hyper intéressé à racheter, tu comprends? Pour Ouais. être chez moi. Mais de nouveau, ben voilà, il y a des enjeux financiers et puis organisationnels. Et du coup, ben voilà, ça m'a donné accès à des personnes qui peuvent m'aider dans ce genre-là. C'est hyper cool. Ça donne vraiment, ouais, Ouais, vraiment c'est cool. bien. C'est Ça bien. coule C'est le depuis le genre début de de l'année. levier aussi qui peut te donner effectivement accès à des partenaires potentiels. Tout à fait. Mm, mm. Tout à fait. Tout à fait. Exact, exact. Donc voilà, après, quel levier tu penserais, toi, qui serait optimum que je pourrais actionner? Pour. Bah, par exemple, pour atteindre ce genre d'entreprise qui travaillerait, par exemple, avec ce gros client, genre Implenia ou comme ça. Moi, je développerai mon personal branding. Personal branding, ok. Ouais, je mettrais aussi un peu sur les réseaux, etc., mais de manière correcte, tu vois. En Ouais, fait, je ne j'irai travaille step pas by assez step. personnel. Voilà, dès que tu as géré tous les sujets que tu dois gérer là dans ta boîte, je travaillerai sur le personal branding, tu vois, sur de l'image, sur les réseaux, etc. Mais Mhm. 10% de ton temps, un maximum, hein, vraiment maximum. Puis après, tu vas pouvoir le déléguer. Ça va te coûter maximum, encore une fois, allez, 30 000 francs par an et tu peux déjà faire quelque chose de très bien. Et puis surtout, quand les gens vont taper ton nom, vont regarder, ils verront une présence sur les réseaux, ils verront de l'autorité, ils verront de l'expertise, de l'expérience, ils verront un site web à jour, ils verront que tu publies des choses sur LinkedIn et tu es suivi par différentes personnes. Mhm. Tu vois, tout de J'avais suite, commencé déjà, mais pas voilà. personnellement, mais pour l'entreprise. Pour l'entreprise aussi, mais tout de suite, tu vois, tu es perçu complètement différemment. On Mhm. passe de une boîte comme les autres à, OK, une des boîtes référentes, tu vois, qui communique, qui fait des choses. Et le but de ça, c'est pas d'attirer les gens, des milliers de personnes, c'est d'élever ton niveau, d'avoir de l'autorité supplémentaire, d'élever ta valeur perçue et de tout de suite avoir une sorte de tampon, tu vois, validé sur ta marque, quoi. Ouais, apporter de l'assurance, ouais, en premier. Exactement, exactement. Et le reste, tu l'as évoqué, hein, franchement, bah, rencontrer des gens, faire des networking, intégrer des clubs type BNI comme tu l'as évoqué ou d'autres choses, échanger avec du réseau d'entrepreneurs, proactivement aller rencontrer des gens qui pourraient potentiellement te connecter avec des partenaires créer des relations derrière. Bah, c'est du relationnel, c'est vraiment du relationnel et parfois on peut être étonné qu'une personne qui a peut-être rien à voir avec tel domaine ou tel domaine va te connecter avec un autre qui va vraiment littéralement tout changer, quoi. Ok, bah écoute, c'était vraiment un plaisir. Je vais te Pareil. laisser continuer ta belle journée ensoleillée, le ciel bleu magnifique, ça donne envie. Ouais. Et puis on se dit à très bientôt. À tout bientôt, avec. Merci pour tout, Salut. hein. Ciao, 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 merci. merci, ciao. Ciao.